nous prenons le relais. Bonsoir à tous. Je suis en compagnie de Sienne. Bonsoir. Avec sa petite voix flûtée de mascotte ou d'esclave sexuel au On devait choix. mettre une vidéo en début, nous. Ah oui, zut, je sais pas où je l'ai foutu. On avait une vidéo à vous montrer. Bon, on verra ça plus tard. Ce sera pour Enfin, peut-être. ce sera pour le final, on va dire. Voilà, quand vous serez bien Ne fatigué, montez surtout pas la vidéo épique de Bloom qui danse au quand final. vous n'en pourrez plus, quand vous serez à bout de nerfs et que vous aurez besoin d'un petit remontant, on vous enverra cette vidéo. Alors, n'hésitez pas à faire un retour, un commentaire sur le niveau musical, sur le niveau du micro. Est-ce que vous entendez bien Sienne? Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous entendez la musique sans qu'elle parasite nos voix? On va attendre vos retours pour être fixés. Ouais, s'il y a des gens qui sont là pour la musique, bah déjà pauvres d'eux, mais Je vais augmenter un petit peu ton son, parce que je t'avais baissé pour être un petit peu à l'abri de ta voix tonitruante quand tu m'as crié. Tu te sens pas obligé de le faire. tu me donnes une bonne raison de le faire là quand même, t'en as conscience. Oui, je sais. Alors, je vais t'augmenter de plus 3 dB, on va dire. Ah, Vas-y, dis je quelque te chose demande de mettre un peu spirituel. pour la musique. Le néant de mon anus, c'est-elle ton intelligence? Un peu moins fort la musique, c'était magnifique, c'était de la pure poésie anale. Merci, je sais. Est-ce que c'est mieux comme ça? C'est pas un dog building doc. Alors, justement, non, c'est pas un dog building doc. On va pas parler de DOC, on va parler de Spellweaver ce soir. Je suis plus un streamer DOC, j'ai été viré parce que je mettais trop la pagaille. La même. Donc plus sérieusement, on est plus sur DOC, c'est les mois, on s'en est un petit peu lassé. Voilà, je crois que j'ai même été retiré de l'équipe des VIP pour une activité, donc vraiment je suis plus du tout dans Doc en ce moment. En revanche, avec Sienne, on est à fond dans Spellweaver en ce moment. Salut Kiss Cool, passe une bonne soirée, y a pas de souci. Le kiss. On est à fond dans Spellweaver et il y a beaucoup de choses qui se passent dans l'univers de Spellweaver en ce moment. Quand je dis beaucoup de choses, je veux dire, bon, on va vous en parler un peu plus en détail dans 2 secondes, mais surtout la grande nouveauté au calendrier, c'est la sortie de l'Open Beta. Le jeu sera enfin accessible à tout le monde. Donc l'Open Beta sort le 15, c'est ça? Yep, le 15, Le 15. et la semaine sneak peek, donc d'accès anticipé qui est accessible. Répétition accessible aux contributeurs, ça passera le 8 juin donc. C'est-à-dire que vous pourrez jouer à l'Open Beta à partir du 8 avec une semaine d'avance, à condition que vous ayez un pack fondateur. C'est-à-dire que vous avez dépensé un petit peu d'argent pour soutenir le jeu. Et quelle transition magnifique pour parler des fondateurs quand même. N'est-ce pas? On vous en reparlera. Alors déjà peut-être un mot sur la chose étrange qui apparaît en titre de stream, Aversa Carta, Aversa Carta si vous parlez latin, focus sur quelques jeux budget. Vous savez que depuis plusieurs mois déjà, d'abord seul, puis avec Power Oxor, puis avec Sienne, depuis pas mal de temps maintenant, on anime l'émission Deck Building, qui est un petit jeu de mots sur Deck Building, qui est une émission consacrée au theory crafting, au deck building, c'est-à-dire à la constitution de decklist et à la réflexion sur la méta dans différents TCG. Et évidemment, Deck Building, c'est un jeu de mots sur Deck Duel of Champions. Et comme Duel of Champions c'est un petit peu en temps mort en ce moment, et que pour ma part, et c'est la même chose pour Sienne, on n'est plus dans Doc, on a décidé de renommer l'émission de manière à ce que l'émission parlera toujours de deck building, parlera toujours de la méta, ce sera toujours de la réflexion sur la manière de construire un jeu le plus efficace et le plus optimisé possible. Mais la différence c'est que cette fois-ci l'émission sera pluri-TCG, c'est-à-dire qu'en ce moment on est sur Spellweaver, je pense qu'on y restera un petit moment parce qu'on est vraiment à fond dedans. Mais disons que le principe de l'émission c'est d'être vraiment pluri-TCG, de réfléchir sur le TCG en général, sur les archétypes du TCG en général. Et donc on ne s'interdit pas d'essayer d'autres TCG peut-être plus tard, éventuellement de revenir sur X ou je ne sais quoi encore. Voilà. Donc le nouveau nom de l'émission est Aversa Carta qui signifie littéralement face cachée. On pourrait le traduire comme ça. On va obliger. Voilà. Donc voilà pour le changement d'émission. Alors le nom de l'émission a changé, la portée a changé vu qu'on va plus uniquement parler de DOC mais on va parler des TCG en général, du deck building de TCG en général. Ce qui va changer aussi c'est qu'à partir de maintenant on va faire des streams un petit peu plus organisés, un petit peu plus structurés on va dire. Et notamment chaque émission sera accompagnée d'un article qui sera publié sur le site momcast.fr. Je vais mettre le lien de la structure sur le chat.
Donc chacune des émissions de Aversa Carta qui seront diffusées donc, toujours tous les jeudis soirs à 19 h, hein, le credo ne change pas, sera accompagné d'un article qui permettra finalement de résumer. Il y aura la décliste qui s'affichera avec quelques remarques, quelques lignes d'introduction pour rappeler un petit peu et un lien vers la VOD, l'enregistrement de l'émission qui aura eu lieu la veille. Donc le soir même ou le lendemain ou plus tard, vous aurez un article qui résumera un petit peu tout ça avec la vidéo de l'émission. Donc comme ça, vous aurez une trace écrite de tout ce qu'on aura dit et de tous les decks qu'on aura présentés dans la méta. Et tous ces articles, toutes ces émissions seront concentrés dans un seul et même article et qui fera en gros le sommaire. Donc en gros, il y aura un post sur momcast.fr qui résumera tous les decks qu'on a présentés, tous les articles qu'on a publiés, tous les billets qu'on a fait, toutes les news qu'on a faites. Donc tout ce qui touche au deck building en Spellweaver, tout ce qui touche à Aversa Carta, tout sera réuni dans un seul topic. Vous aurez des liens qui vous dispatcheront et qui vous renverront vers les listes qui vous intéressent. Voilà, c'est une manière de centraliser un petit peu tout ça et de garder une trace écrite de ce qu'on dit à l'oral. C'est ce qu'on dit, hein, les paroles s'envolent, les écrits restent. Bon, voilà pour la nouveauté au niveau de l'émission. Il y a plusieurs choses dont on veut vous parler dans cette émission. Première chose, on va vous dire un mot, on l'a déjà dit hier, mais on va le rappeler ici pour ceux qui n'étaient pas là au stream d'hier soir. On va vous dire un mot des changements qui ont eu lieu, hein. Il y a un patch très important qui a eu lieu dans l'univers de Spellweaver, qui a apporté deux choses fondamentales, vous venez de le voir avec Enip, hein, si vous avez suivi son stream. Le mode craft, qui vous permet de construire les cartes qui vous manquent, et le draft, qui vous permet d'avoir un nouveau mode de jeu dans lequel vous allez choisir vos cartes au fur et à mesure, et vous devrez construire un jeu avec tout ça, et jouer sur un format de 40 cartes. Donc on va en dire un mot, on va résumer un petit peu tout ça. On va aussi, le but de cette émission, je l'ai mis dans le titre, hein, un focus sur quelques jeux budget. Le but, ça va vraiment de préparer l'open beta. Vous savez qu'en open beta, il va y avoir un reset. Toutes les cartes que vous possédez vont être perdues et vous allez devoir repartir à zéro. Bon, si vous repartez à zéro, ça veut dire que vous allez devoir vous choisir un deck de départ pour commencer le jeu. Et vous allez devoir, évidemment, construire un deck de farm qui vous permettra de réunir le plus de cartes possible. De farmer à votre vitesse, hein, selon que vous soyez plutôt casual ou plutôt hardcore gamer. Il y en a pour toutes les bourses. Donc ce qu'on va essayer de faire dans cette émission et dans la suivante, ça va être de réfléchir un petit peu ensemble à la manière de deck builder un deck de farm, un deck de farming pour l'open beta. Un deck de farming qui demandera le moins de cartes chères possible. En gros, on va vous proposer des decklists qui sont des decklists budget, c'est-à-dire des decklists dans lesquels il n'y aura aucune rare, aucune légendaire. Des decks qui seront efficaces, qui auront le moins de cartes possible à ajouter par rapport au deck de départ et qui ne posséderont aucune rare. Ou alors uniquement des rares que vous posséderez déjà dans les decks de départ. Voilà. Écoutez, si le programme vous convient, on va attaquer tout de suite. Alors d'abord Sienne, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu du patch qui a eu lieu, nous présenter un petit peu les deux nouvelles fonctions de craft et de farming? Je te cède la parole. Alors je sais pas ce qu'Enip on a dit, mais au pire on va faire un re-résumé. La compétition est la base de la pédagogie. Je vais switcher la scène. Exactement. Alors les deux informations principales du nouveau patch note, en plus des corrections de bugs, des fixettes et compagnie, c'est donc le crafting et le trial, donc trial qu'on peut rappeler un petit peu arène, hein, qui est semblable à l'arena de Hearthstone, ça fait un peu mal de le dire. Parlons déjà du crafting qui était très attendu, donc le craft qui permet de créer des cartes ou bien justement de les décomposer en ressources pour créer des cartes. Et le montrer déjà où se trouve le mode crafting. C'est pas j'ai trouvé ça intéressant comment ils ont fait la monnaie du crafting, en fait plutôt d'en recréer une, vous avez tout simplement comme monnaie c'est les terrains. Je trouve ça très sympa. Je trouve ça très sympa comme idée. C'est intéressant. J'aime bien. En plus si tu manques de terrain au début tu t'emmerdes pas à chercher, tu peux de toute façon en avoir facilement. Du coup c'est assez intéressant. Oui, et pour le coup je l'ai pas vu venir et c'est pas mal du tout. Non plus. C'est intéressant. Carrément pas. Il faut dire alors, j'ai calculé ça il y a un petit moment, mais normalement le ratio doit être de 1 pour 5. C'est-à-dire qu'il faudra sacrifier 5 cartes de la même rareté pour avoir une carte de cette rareté. Comme un de nos viewers tout à l'heure nous a... Et 2 pour 1 pour les shrines. C'était Kama. Il me semble qu'on doit posséder au moins un exemplaire de cette carte si on veut la copier. Tout à fait, il faut avoir au moins un exemplaire, sinon c'est pas possible. Je vais d'ailleurs montrer le bouton, l'interface, parce que c'est pas forcément évident. Il y a des gens qui ont demandé, il y a des viewers qui ont demandé où est-ce qu'on accède au mode crafting. Il n'y a pas d'onglet crafting, vous pouvez le voir. Oui, exactement. Alors, vous allez dans collection, vous cliquez sur collection. Partout et nulle part à la fois en fait. Oui, enfin dans collection, ou alors dans héros, dans vos decks, vous pouvez aussi directement y accéder dès que vous voyez vos cartes en fait. Dès que vous avez une interface où il y a vos cartes qui apparaissent, vous allez cliquer sur la carte pour l'agrandir. Et alors, évidemment, il faut que je sois en mode edit, sinon ça marche pas. Vous avez le bouton crafting qui apparaît ici. Là, dans le deck builder, j'ai mis mon deck, je clique sur la carte et j'ai le bouton crafting. Et sinon, depuis collection, ça marche aussi. Je vais dans collection
clic droit sur une carte et il me propose d'appuyer sur crafting, le bouton est ici. Donc vous n'avez pas un onglet, vous n'avez pas une interface spécifiquement dédiée au crafting, mais dès que vous pouvez zoomer une carte, vous pouvez aussi accéder à ce bouton. Voilà. Bon, je te laisse continuer ton explication, je t'écoute. Bah, il me semble que c'était à peu près tout, hein. Qu'est-ce qu'il y aurait rajouté sur ce système de craft? Bah, parler de l'unbind déjà. Voilà. Bah, moi j'ai pas bien compris, j'ai l'impression que le truc buguait en fait concrètement chez moi. Ah oui. Bah, ouais. En fait, quand vous cliquez sur le bouton crafting pour une carte, vous avez deux options. Donc du coup c'est pas mal de le rappeler, hein, vu que apparemment c'est pas intuitif et je peux le comprendre. Quand vous cliquez sur une carte, vous le zoomez, vous appuyez sur crafting, vous avez deux options. Vous avez une flèche verte que vous voyez ici, qui porte le bouton le nom craft. Ça veut dire qu'en gros si je prends la carte order qui est à ma droite et que je veux la transformer en la carte qui est à ma gauche, ici le Tree Angelica, donc je vais devoir cliquer sur la flèche craft et il va me dire que en gros il me faut 50 exemplaires de shrine de base, il me faut 50 order shrine pour construire une copie de The Tree Angelica. Vous voyez, la flèche est dans ce sens là, donc avec cette carte il m'en faut 50 pour faire cette carte là, si je clique sur craft. Et inversement, donc je peux crafter, donc je peux construire une carte à partir de shrine, mais je peux aussi brûler une carte pour obtenir des shrines à la place, pour obtenir le carburant. Les shrines c'est le carburant finalement. Là pour ça, vous voyez, j'ai le bouton inverse ici, la flèche qui part dans l'autre sens, la flèche rouge. Donc vous voyez la flèche elle va de gauche à droite, donc à partir de The Tree Angelica, si je clique sur Unbind, c'est-à-dire brûler, détruire, décomposer, je vais détruire mon Tree Angelica, je vais en détruire un, et à la place je vais générer, vous voyez, 10 shrine order. Voilà, donc à partir des shrines, vous pouvez crafter des cartes de la même couleur, c'est-à-dire que les shrine order ne permettent de construire que des cartes order, et à partir des cartes, vous pouvez les unbind, les brûler, pour avoir des shrines de la même couleur encore une fois. À partir de The Tree Angelica, ou alors, je ne sais pas moi, à partir de Pacify, qui est une carte order, je ne peux faire que des shrine order. Donc ça marche dans les deux sens. A noter aussi que... on peut convertir une shrine en une autre shrine. Hein, voilà, exactement, tout à fait. Alors on va essayer, donc je vais dans crafting. Je vois j'ai une order shrine. Et il me propose, si je veux obtenir une order shrine, il faut que je convertisse des shrines d'autres couleurs. Donc là j'ai le choix, shrine wisdom, shrine nature, rage, dominion et corruption. Donc vous voyez, à partir de ces shrines là, je peux cliquer sur le bouton convert. Vous voyez la flèche elle va vers la gauche, donc c'est à dire que je peux convertir ici ma rage shrine en une order shrine. Donc je vais utiliser deux rage shrine pour obtenir une order shrine. Le rapport est de 2 pour 1. Évidemment quand vous craftez une carte, le rapport il est toujours déficient pour vous. Enfin déficient c'est pas le mot, il est toujours... vous devez toujours brûler plus de cartes que vous n'en créez. Ah, mais 900 militia vont permettre de se... FT... de se faire pas mal de cartes. Oui tout à fait Taillou. Je sais pas comment t'as fait pour avoir 900 militia. T'as vraiment dû épurer le jeu comme un malade. Vraiment comme un malade. Oui, déficitaire, c'est très bizarre comme mot, je me suis rendu compte de l'aberration. Maintenant, j'ai quand même on va dire, cette conscience ou ce sens du ridicule qui fait que j'évite d'employer des termes mathématiques que je ne maîtrise pas. Voilà. Oui, dernière chose à dire peut-être sur le système des shrines, c'est le coût en shrine pour crafter une carte dépend de la rareté de cette carte, dépend de sa qualité on pourrait dire. Vous voyez par exemple que si je veux faire, un Lost Legion Spearman... Ah j'ai eu ce bug, d'accord Taillou, ok, oui je comprends mieux, j'avais oublié ça. Et moi j'ai toutes les cartes du jeu en 4 exemplaires et j'ai pas utilisé le bug, quand même, s'il vous plaît. Ça sert à rien mais je suis content. Donc par exemple je prends le Lost Legion Spearman qui est une carte commune, vous voyez le symbole là veut dire qu'elle est commune, le symbole est un peu terne. Ils sont pas débiles profonds, je pense qu'ils ont un minimum de culture. Si je veux crafter donc cette carte commune, j'aurai besoin de 5 shrines. Voilà, vous voyez, craft 5 shrines pour chaque copie. Si je veux crafter une carte uncommon, une carte inhabituelle, par exemple le Dwarf Musketeer, vous allez voir qu'il me faut 10 copies. C'est plus 5, c'est 10. Donc c'est le double. Une carte inhabituelle est estimée au double de la valeur d'une commune. Si je veux crafter une carte rare, comme par exemple, voilà, le pass sous transcendance, que je cherche désespérément Philcas, il m'en faut 50. On passe de 10 à 50, donc autant une commune vaut finalement le double d'une... Enfin, une uncommon, une inhabituelle vaut le double d'une commune. En l'occurrence, une rare vaut 5 fois le coût d'une habituelle.
Et donc 10 fois, si je dis pas de bêtises, 10 fois le coût, ouais, c'est ça, 10 fois le coût d'une commune. Donc vous voyez que ça devient assez astronomique, hein. Les cartes rares sont vraiment rares, elles sont vraiment beaucoup plus difficiles à crafter. Et puis voilà, ça va devenir monstrueux, puisque si vous voulez crafter une carte de rareté épique, alors que j'en trouve une, Entriel par exemple, Entriel va vous demander 50 shrines. Sachant que les héros sont considérés comme des cartes épiques, hein, si jamais. Exactement, on va choper un héros. Bah, par exemple Alexa, épique, et pour le coup, si j'ai pas de bêtises, que le héros soit, voilà, que ce soit un héros de base ou un héros advanced, ils ont la même rareté, ils sont tous les deux épiques, donc ils coûtent tous les deux 150 shrines. Donc évidemment, est-ce que vous sentez la ruée, voilà, des Spin Advance, hein, tout le monde qui va claquer sur 150 shrines dessus. Bon, je pense qu'on commencera par acheter les cataclysmes avant. Je pense qu'il va y avoir une grosse nuée sur les cataclysmes. Ça me fait plaisir. Une grosse ruée sur les Cartas, une grosse ruée sur les Despina en troisième temps, je pense. Je vois bien venir. Ouais, clairement. Salut Malazan Witness, comment vas-tu? On voit souvent Malazan Witness sur le chat. Ça fait plaisir d'avoir des viewers réguliers. C'est pas le seul, mais ça fait plaisir. Arrête de lécher les viewers. D'accord. Ils vont être humides après. Je sais que tu es jaloux. Lâche-moi. Non, c'est intéressant le fait qu'ils considèrent les héros comme des cartes épiques, du coup on peut les crafter, c'est très intéressant. Parce que c'est vraiment la base du jeu, du coup si t'en as pas, t'as beau avoir un deck cohérent, si le héros n'est pas cohérent, pas d'intérêt. On pourra pas se rusher dessus vu qu'il faut l'avoir pour pouvoir la crafter. Oui, effectivement, il faut avoir la carte de base pour pouvoir la crafter, et donc pour les héros, pour les héros, ça veut dire que tant que vous le chopez pas, vous pouvez pas le crafter. Hein. Ah ouais, j'avais zappé ce petit détail sur les héros, effectivement. Et donc du coup, ceux qui auront des Spin Advance, c'est vrai, hein, j'avais pas réalisé ça, mais en plus j'avais pas réalisé. On peut crafter qu'une carte qu'on a en un seul exemplaire, donc les cartes Advance vous pouvez pas les choper. Et donc du coup, même pour les héros de base, les decks de départ, les starter decks sont d'autant plus importants maintenant. Hein, vu que vous économisez 150 shrines si vous avez starter deck. Clairement. Et transition, comment faire pour avoir un starter deck facilement si vous n'avez pas envie d'investir des shrines dedans, hein, Sienne, comment tu ferais? Le prostitue. C'est un peu ça. Les packs fondateurs, transition. Les packs fondateurs, voyons, les contributeurs. Voilà, bon, c'est... Bon. On va dire que on fait un peu de pub pour les packs fondateurs pour soutenir Spellweaver. Bon, parce qu'on y croit. Clairement. À titre personnel, on n'est pas payé par Dream Reactor pour faire de la pub, donc on fait vraiment ça parce qu'on est fan. On fait pas ça parce qu'on est payé et parce qu'on entre dans une sombre logique néolibérale. Voilà, simplement, on vous signale, vous en faites ce que vous en voulez, que vous pouvez, pour alors 25 $, c'est quoi? C'est 15 € à peu près, un truc comme ça? 25 $, c'est 20 €. Ouais, bon, 25 $, 50 $ et 125 $, vous avez des packs fondateurs, le pack Silver, le pack Gold et le pack Platinum. Vous avez 3 packs qui vous permettent d'obtenir des bonus. Vous avez des bonus réguliers, donc en pack, en carte, en gold. Et en plus vous obtenez, alors si vous avez le Silver Account, l'account de base, vous avez un starter pack supplémentaire quand vous commencez à jouer sur la bonne méta. Si vous avez le Gold Account, vous avez 2 starter decks supplémentaires. Et si vous avez le Platinum Account, vous allez avoir tous les starter decks, les 6 starter decks. A noter que on est en possession d'une clé qui vous donne accès à un Silver Account gratos. C'est pas un Silver, hein, c'est en basique. Non, moi c'est un Silver que j'ai gratos. Ah d'accord. Moi j'ai un Silver Account gratos. Donc j'ai un Silver Account gratos qu'on va pouvoir filer, faire gagner sans doute. On verra à quelle occasion, on n'a pas encore réfléchi. Ouais. Donc on a un Silver Account à vous faire gagner, le Silver Account donc d'une valeur de 25 $ qui vous permettra d'avoir un starter deck supplémentaire et chaque semaine d'avoir un pack supplémentaire et chaque jour d'avoir 100 gold supplémentaires. Donc c'est un petit bonus, ça va quand même vous aider. Le starter deck supplémentaire il est quand même intéressant, ne serait-ce que pour l'euro supplémentaire. Donc on n'a pas encore décidé de comment est-ce qu'on vous le donnerait, mais voilà, on va faire gagner ça très prochainement dans un stream. Donc restez connectés, restez attentifs. Un tournoi Momcars. Pourquoi pas? En tout cas, la raison principale pour laquelle on fait de la pub, c'est que vous êtes quand même vachement gagnant sur le prix des contributeurs. En plus de contribuer au jeu et de pouvoir développer comment dire, le goal que vous souhaitez. Oui, mais tu peux dire un mot sur les goals justement. Je vais essayer de montrer l'image. Bah, à peu près 16 cm, ça dépend. Très bien. Alors, je vais cliquer sur un bouton aléatoire. Voilà. Alors j'ai l'image qui va apparaître. Je te laisse. Je vais vous envoyer directement le lien du site. Voilà. Je te laisse en dire un mot, j'ai mis le lien de toute façon, enfin j'ai mis l'image sur le stream là. D'accord, oui, il y a un petit délai de... petite différence, il est de plus en plus long d'ailleurs ce délai. Il devait le raccourcir mais j'ai l'impression qu'il est plus long effectivement. Ouais. Alors les goals c'est quoi? Ah, content de te voir. Lorsque vous contribuez au jeu,
via ces packs, vous pouvez choisir dans quel goal vous allez investir votre contribution. Ce qui vous permet d'avoir une vue sur le développement du jeu et surtout de pouvoir décider ce que vous souhaitez développer vous-même en tant que personne. Actuellement, il y a beaucoup de goals qui sont déjà atteints. Donc beaucoup de personnes qui ont voté pour ces goals, ça permet vraiment de voir ce qu'ils vont développer en premier, ce que les gens veulent en premier. C'est une très très bonne idée, moi personnellement. En plus, on peut voir précisément quel argent ils ont besoin, quel montant d'argent ils ont besoin. Du coup, c'est très intéressant. On est un peu triste que le 2v2 soit aussi aussi petit en pourcentage, mais Ouais, moi c'est le 2v2 que j'attends. Le mode troll à deux têtes de Magic, c'était vraiment mes meilleurs souvenirs de collège et lycée. Donc j'ai très envie de faire du 2v2. Puis voilà, même si c'est pas mis en ranked, parce que ce sera difficile à équilibrer, je le conçois, hein, mais juste faire du 2v2 en friendly, je tag avec Sien, ce serait trop drôle. On pourrait faire du deck building sur 2 jeux, donc du deck building sur 120 cartes, vous imaginez, ça devient démentiel, les possibilités énormes. Ça devient démentiel. Ça devient génial quoi, ça devient juste génial quoi. Ah, j'adorais ça. Mais bon, c'est pas la priorité. Effectivement, je pense, enfin, de mon point de vue, les priorités maintenant qu'il y a le draft et le crafting, c'est d'avoir un chat, premièrement, et c'est d'avoir un mode spectateur ou un mode replay, ou les deux. Hein. Mais le problème, c'est que tant qu'on n'a pas un mode spectateur ou un mode replay, on peut pas vraiment faire de tournoi, on peut pas vraiment faire de compétitif, et ça, c'est embêtant. Donc voilà, pour moi, c'est les deux priorités. Même d'abord le mode replay avant le chat. Hein. Ce serait vraiment super sympa. Après, qu'est-ce que sont les goals remplis, que j'ai eu à ce sujet, excuse-moi de te couper. Oui, je t'écoute, oui. A priori, ils comptent implémenter ou commencer à travailler sur les modes replay et spectateurs à partir de environ un mois après la release d'Open Beta, donc après la sortie de l'Open Beta. Est-ce qu'on peut dire aussi un mot donc des goals qui ont été remplis pour le coup? Alors, le draft mode, on l'a vu, il vient de sortir, très bien. PV Boss Fight, donc ça c'est une sorte de mode MMO en fait, si j'ai bien compris, c'est ça hein? Alors le PvE Boss Fight, oui, c'est une sorte de MMO quoi. D'accord, il a coûté cher mais il a vraiment remporté adhésion à 7000 $. A priori, il y a beaucoup de personnes qui étaient très fans du côté, on va dire à peu près RP, donc PvE. Ben c'est X à ma connaissance, enfin X et Hearthstone qui ont mis ça en premier en place, hein, ce côté un peu... Enfin, le fait de maximiser le PvE et d'en faire des quêtes un peu épiques, des quêtes suivies. Possible, ouais. Enfin, Hearthstone l'a déjà mis en place, X l'a promis, mais c'est encore un peu lent. Donc PvE Boss Fight, ça va sympa. Et en plus, d'après ce que j'ai compris, si c'est bien ça, il y aura un système de territoire à conquérir. C'est-à-dire que, par exemple, alors si vous jouez des jeux Dominion, ça va... C'est quoi tu dis? Ça c'est le goal MMO Conquest, ouais. Et ah ouais d'accord, il est pas encore fini, d'accord. Oui donc ça a l'air assez dément. En fait si vous jouez des jeux Dominion, vous allez pouvoir au fil de vos victoires et des victoires de la communauté faire progresser le terrain Dominion. Je vous montre un petit peu là sur la carte. Je sais même pas s'il faut avoir le héros correspondant, je crois que tu peux jouer n'importe quel deck. Simplement choisir une faction à défendre. Et donc vous allez capturer donc les cités adverses et faire progresser votre couleur. Et ça paraît vraiment super sympa comme principe, à voir ce que ça donne, hein, un truc un peu communautaire. Et puis pour les autres goals, qu'est-ce qu'il y a du coup? Bah, ça veut donner un peu de fraîcheur aux jeux de TCG qui sont un petit peu dans son coin, en un joueur contre un joueur, voilà, c'est vraiment, ça rafraîchit un peu le concept de TCG. C'est pour ça que je veux vol troll de tête moi, parce que ça casse le côté solitaire des TCG qui un peu me pèse. Ah mais c'est tellement fun le 2 contre 2, moi je me suis tapé de cette délire, Magic c'était... Moi j'ai voté pour le 2v2 quand j'ai contribué. Hein. Même le 3v3 c'était drôle mais c'était un peu compliqué. Sinon un des derniers venus, voire le dernier venu, c'est le 6 Extra Heroes, donc 6 nouveaux héros, un par faction, qui peut être aussi très intéressant, je me demande ce qu'ils vont faire par contre. Ça peut être très cool. Il est à 50% donc je pense qu'il sera atteint avant la fin de la bêta, très probablement. Pour moi c'est pas la priorité, hein. mais je serais très content d'avoir d'autres évidemment. Hein. Lors de la prochaine extension ça serait super. Qui est déjà en route, hein. Une extension en route avec des cartes bicolores notamment qui arrivent. Ça paraît excitant, des cartes bicolores à la Magic, c'est très intéressant, moi j'adorais les cartes bicolores. J'espère qu'ils sortiront des cartes sans couleur en fait. Des cartes neutres, un peu comme les artefacts. Les artefacts de Magic, ouais. Exactement. J'adorais jouer artefacts du coup donc... Ouais, les chats, pour moi la priorité c'est le mode replay pour faire du compétitif, vraiment. Autant je suis pas un joueur de compétitif parce que je suis pas assez tryhard pour ça. Enfin non, en fait, non c'est faux. Je suis hyper tryhard et je rage dès que je perds. Mais je joue pas suffisamment quantitativement pour faire ça. Ou alors, si je joue beaucoup, je joue pour tester des jeux et pas des jeux déjà finis pour grinder quoi. Donc voilà, je suis pas vraiment de cette logique là. Mais voilà, un TCG compétitif, enfin un TCG où il n'y a pas de tournoi, il n'y a pas de vie compétitive, ça sert à rien de débuilder pour, vous voyez. Donc tout est lié. Hein. Ok.
on a dit un mot du crafting, le draft, tu nous dis un mot du draft et puis après on va attaquer le centre de cette émission peut-être. Je crois qu'on a bien commencé le draft, toi et moi, toi t'as dû le commencer hier un peu comme moi, on s'est fait un peu rouler. Oui mais moi je me suis fait rouler dessus encore et encore. On s'est fait les deux rouler dessus, moi j'ai dit que j'ai un 2 et toi t'as fait 0,6. Non mais en fait il y a un malentendu, moi je joue en draft et eux jouent en construit donc du coup ça marchait pas. Oui il y a eu un problème dans les fils en fait, les fils se sont croisés. J'ai fait un deck Alexa Advance, je me dis bon allez on va faire un order, on va choper de gros anges, ça va être sympa. J'ai draft 0 ange de A à Z quoi. C'est même pas que j'avais le choix, hein, c'est qu'il m'en a proposé 0 de A à Z. Alors que je venais juste de jouer contre un mec qui avait 2 Faithful, 2 Innocent Angel, 2 Protector of the Innocent, enfin c'est un truc de malade. J'ai vraiment pas été chanceux. Non, alors le système de draft il est très semblable à l'arena de Hearthstone. Le coût d'entrée c'est un ticket ou 1800 gold, donc c'est assez abordable, c'est pas monstrueux, sachant que les quêtes peuvent vous faire gagner des tickets. Moi par exemple aujourd'hui j'ai une quête qui me faisait gagner 3 tickets. Et une question ancienne, où est-ce que tu peux acheter les tickets dans la boutique? Moi je les vois pas. En gold je veux dire. Ils sont pas encore en vente il me semble. Ah d'accord, c'est ok. un peu vieux d'ailleurs. Mais je sais pas s'ils l'ont mis directement en vente maintenant, mais s'ils vont le mettre plus tard, sachant que c'est bientôt la fin de la bêta. Parce que là je les vois pas effectivement dans les packs, on peut acheter des tickets pour des cristaux. Et effectivement Ifko a dit que ça s'achetait pour 1800 gold mais je les vois pas en fait. Oui voilà, pour l'instant ils ont mis qu'en cristal, c'est ça exactement. D'accord, ok. Je te laisse continuer, excuse-moi. D'ailleurs c'est 6 tickets. Ils ont aussi prévu, ça fait un petit moment que je le savais, mais ils ont prévu qu'on discutait sur le forum, ils ont prévu des tournois avec qui coûteraient plus qu'un ticket, par exemple vraiment des gros tournois avec des grosses récompenses, par exemple un tournoi avec une entrée de 8 tickets et compagnie. Donc la monnaie des tickets permet vraiment d'organiser des tournois à différentes échelles, qui est très intéressant. Qu'est-ce qu'il y a à dire sinon d'autres sur les tournois? Voilà, donc c'est un peu similaire au système d'Arena de Hearthstone, je m'embrouille du coup. Il se joue sur quoi? Sur 40 cartes il me semble le deck. 40 cartes, tout à fait. Vous devez piquer 30 cartes et toutes les cartes que vous piquez, vous les jouez. C'est pas comme dans Hearthstone non, c'est pas comme dans X où par exemple vous avez une réserve. C'est-à-dire vous piquez, je dis des bêtises, vous piquez X cartes et vous en avez X-10 à mettre dans le jeu. Donc là tout ce que vous piquez vous le jouez, donc faites gaffe. Hein. Oui, la différence c'est que quand tu vas lancer la draft en fait ils vont te proposer 3 héros. Et sous ces 3 héros, 2 archétypes par héros en fait concrètement. Et donc vous choisissez pas les archétypes. Comme tu vas être obligé de jouer toutes les cartes seront dans les 2 couleurs que tu auras choisi. C'est forcément il y aura forcément bicolore. Il y a ni plus ni moins. Après vous pouvez jouer monocolore si vous arrivez à avoir que des cartes monocolores, mais c'est très rare, c'est très souvent des decks bicolores. Donc c'est assez intéressant leur concept de... Ils te font choisir un héros sur 3. Ensuite chacun de ces héros ont des factions prédéfinies sous eux, dont la faction du héros bien entendu et une autre aléatoire. Ça permet des mélanges assez sympas. Moi je sais que j'avais Despina Advance qui était en dessous Wisdom, Dominion et à côté Rage, du coup j'ai pris ça pour tester, ça marche pas du tout. Voilà pour le dire en guillemets. Quand tu chopes 0 cataclysme en plus. Ouais, mais leur système est assez intéressant, ça varie un peu. Ensuite sur le choix des cartes, tu as le choix entre 3 cartes à chaque fois. 3 cartes plus ou moins bien, hein, de toute façon. Je crois qu'il y a un équilibrage sur le fait que tout le monde a le même nombre de uncommon, de rares et de common. Hein. Je sais pas du tout. Tu crois? C'est pas totalement aléatoire? Je saurais pas dire. Totalement à tort, ça me semblait un peu aberrant. On verra bien comment ça se développe. Moi ce qui m'énerve beaucoup c'est qu'on puisse pas définir la proportion de shrine. Et je suis embêté parce que... Je suis très embêté parce que... Moi je mets plus de shrine que ce qu'ils mettent dans leur jeu. Moi j'ai tendance à mettre un peu plus de shrine que ce qu'ils mettent. Et donc du coup, déjà que je rage, dès que je rate mes Divine Offering avec mes 22 landes, alors là il y en a moins. Et donc c'est vraiment... Enfin moi j'aime pas du tout ça. Et tu peux pas non plus choisir la disposition, les proportions de tes 2 couleurs. A priori on dit que les decks sont sur 45 cartes avec 30 cartes choisies et 15 landes. Il me semblait bien qu'il y avait plus de 10 landes, hein, donc oui effectivement. Et je vois ça aussi au niveau des récompenses. Donc si j'ai vérifié la boutique là, si un pack c'est 1250 gold, ça veut dire que 3, 4, 5, 1550, ouais. En gros il faut faire au moins 4 victoires pour être rentable. Vous devez faire 4 victoires, 3 défaites pour être rentable. Ouais, oui, entre 3 et 4, ouais, 4 plutôt, oui, c'est vrai. Mais 3 c'est 1550 et vous dépensez 1800 pour le ticket. Donc vous êtes un peu déficitaire, c'est quand même dommage, il faut faire 4 victoires au moins. Bon, 4 victoires sur 3 défaites, ça fait à peu près un ratio de 1, c'est viable, hein, franchement. Bon, sauf si vous jouez comme moi. Oui, bon, effectivement. Alors Bloom, tiens, dis-nous qu'est-ce que c'est la récompense de 0 victoire. Alors, si comme moi, vous avez l'insigne honneur de faire 0 victoire sur 2 drafts d'affilée, vous repartirez avec un small pack. Voilà. Et vous serez content, parce qu'en plus j'ai eu que de la merde dedans. Donc voilà, je suis très content. Mais là j'ai fait une draft qui est un peu moins pourrie que les autres. Vous voyez, il y a des cartes sympas quand même. Hein. J'ai un Cataclysme, un Vampirisme, un Helm, un Calice avec un Toming. J'ai des choses pas mal dans ce jeu quand même.
Et là j'ai réussi à faire une partie, une victoire, donc c'est mon espoir ce deck. C'est mon espoir. En tout cas, t'abandonnes pas le 2 millions. Oui, Annie par exemple, en fait, il faut faire plus de 50% de victoire pour être rentable. Oui, c'est leur goal de 4 victoires pour 3 défaites est très bien fixé, hein, clairement. Ils auraient pu mettre beaucoup plus haut. Hein. Je trouve ça dommage qu'ils aient pas repris le système de DOC pour le coup, qui permettait de choper de nouvelles cartes quand vous faites votre draft. Ça j'aimais bien. Clairement. Soit pour conserver les cartes, je comprends que c'est pas possible comme dans Hex, ça ferait trop de cartes, ça serait trop rentable évidemment. Mais même pouvoir crafter les cartes, enfin crafter certaines cartes qu'on a chopées, moi je trouve ça intéressant comme système en fait. Parce que là choper juste des packs et... Enfin, je sais pas. Vous me direz, j'imagine que c'est plus rentable si vous faites pas mal de victoires que de faire du ladder. Mais du coup ça me paraît un peu pingre comme logique, je sais pas, il faudrait calculer. Ouais, ça se situe entre 4 et 5 victoires de toute façon. Ouais. Entre 4 et 5, entre 5 et 6 pardon. Il y a une remarque d'Eline qui est intéressante. Je pense aussi que du coup les cartes proposées, si tu as un héros disons corruption, admettons, ouais, tu auras plus de pics corruption. Voilà. Donc, si tu choisis un héros corruption, tu auras plus de cartes corruption et tu auras donc un pourcentage inférieur d'autres cartes. Et donc j'imagine que ça explique pourquoi la proportion de terrain est toujours la même. C'est toujours 9 et 6. Donc si c'est 9 terrains Dominion par exemple, si vous avez Despina et 6 terrains Wisdom, si votre seconde couleur c'est Wisdom, je pense que la proportion de cartes Dominion Wisdom sera la même. Et voilà, ça explique pourquoi c'est toujours 9-6. 2 tiers de couleur de héros et puis un tiers de splash. Donc, je pense que c'est ça, exactement. Mais c'est dire qu'on peut pas jouer monocolore. Ça permet des drafts beaucoup moins trollesques et beaucoup plus équilibrés. Donc, mais j'aimerais bien voir le choix de jouer monocolore. Tu vois? Oui, la même en fait, c'est ce qui est assez triste quoi. C'est dommage qu'il n'y ait pas une réserve comme sur X, ça permet beaucoup moins de choses. C'est vraiment dommage. Ouais, je trouve que il est intéressant, il est fun, mais je trouve qu'il manque un tout petit peu de profondeur, ce mode draft. C'est ça. Et je dis pas ça uniquement parce que je me fais rouler dessus. Sachant qu'ils sont... Pour un premier essai, sachant qu'ils sont 2 développeurs à développer le jeu depuis le début du jeu, c'est vraiment très bien ce qu'ils ont fait. Hein. Sachant qu'il n'y a pas beaucoup de bugs, il tourne assez bien, il a quand même une base fixe, une base solide. Je pense qu'il peut être un tout petit peu amélioré ce mode draft, mais c'est déjà pour pas un mal. premier essai. Oui, carrément. Clairement, pour un premier essai, c'est vraiment pas mal. Alors donc, on a fini sur le trial, t'as quelque chose à rajouter? Je pense qu'on a à peu près fini sur le trial, oui, il n'y a pas grand chose à rajouter. On va passer donc au but de cette émission qui est donc l'ancien deck building renommé Aversa Carta a pour but donc de réfléchir sur la conception de deck, sur la méta. Et là le sujet de cette émission ça va être les jeux budget. Vous savez que l'open beta sort bientôt, donc dans une semaine si vous avez un pack fondateur et dans 2 semaines si vous n'en avez pas. Et donc on va y avoir un reset des cartes, tous les cartes que vous possédez actuellement vont être delete. Et vous allez recommencer donc avec quelques packs et quand même quelques ressources selon combien vous aurez joué. Mais bon, il va falloir refarmer depuis zéro et donc il va falloir vous refaire un deck, pas forcément un deck compétitif et tryhard, mais au moins un deck qui vous permettra de farmer vite et efficacement avec un win rate correct. Et donc les 2 prochaines émissions seront consacrées justement au deck building autour de jeux budget pour farmer lors de l'ouverture de l'open beta. Alors, j'ai rédigé ce matin même un article qui présente un petit peu les différents starter decks et qui propose un comparatif entre ces différents starters. J'analyse un peu rapidement les différentes listes pour voir celles qui marchent plus ou moins bien, celles qui sont plus ou moins intéressantes dans la perspective, enfin dans un environnement, dans une méta où les joueurs n'auront pas beaucoup de cartes non plus. Donc il y aura sans doute moins de contrôle pour commencer, vu que pour jouer contrôle vous avez besoin de cartes rares comme les cartas, comme les cataclysmes. Voilà, donc on va vous parler un petit peu rapidement des différents starter decks, de ce qui nous semble le plus intéressant si vous voulez vraiment farmer efficacement et obtenir le plus de cartes le plus vite possible. Et puis après on vous proposera... quand même de voir un jeu, enfin un jeu de cartes, donc vraiment qui donnerait plutôt les decks contrôle moins cher que les decks aggro, parce que c'est toujours le contraire en fait. J'ai pas compris, excuse-moi. J'ai eu un bug. Actuellement tous les TCG donc donnent vraiment la part aux decks aggro qui sont peu chers et très rentables. Dire que si tu veux un deck contrôle plus poussé, il faut vraiment investir dans des cartes pour acheter. Tu vois sur X qu'on t'a payé pour faire ton deck contrôle, hein, on n'en reviendra pas. Tu vois qu'un deck les plus rentables et les plus viables, c'est un deck aggro. Donc c'est à peu près dans tous les TCG, j'ai l'impression que les decks aggro sont vraiment beaucoup moins chers à faire et très viables. Ce serait assez intéressant de voir un TCG qui développerait l'inverse en fait. Un deck contrôle qui est très peu cher à faire et viable, et des decks aggro qui sont beaucoup plus chers à faire. Mais comme tu le dis, c'est le cas sur tous les TCG, que ce soit DOC, que ce soit Scrolls, que ce soit Hearthstone, que ce soit évidemment Spellweaver.
quand un TCG est jeune, la méta elle est toujours très aggro en fait. Elle est toujours très aggro parce que ça gagne facilement, parce que c'est stable un aggro mine de rien. Et puis, enfin en tout cas sur Spellweaver les aggros sont très stables, très stables. Et puis ouais, parce qu'effectivement en principe les cartes de contrôle comme tu le dis justement sont des cartes rares, voire légendaires et donc plus chères et plus dures à obtenir. Et effectivement je ne connais pas de jeu dans lequel les cartes de contrôle sont moins chères que les cartes d'aggro. Mais en même temps ça respecte une certaine logique parce que le jeu aggro est réputé être plus facile à prendre en main. Donc quand on débute sur un jeu, c'est mieux de partir sur de l'aggro et puis après d'affiner un petit peu avec des jeux contrôle. Même si à mon avis à haut niveau, un deck contrôle n'est pas spécialement plus difficile à jouer qu'un jeu aggro. Mais je pense que quand on débute, à bas ou moyen niveau, effectivement, l'aggro est plus simple à gérer, je pense. Oui. Disons qu'à haut niveau, quand vous connaissez bien les archétypes, un deck contrôle ou un deck combo, je veux pas généraliser, mais ça peut être aussi mécanique qu'un deck aggro, voire plus mécanique. Hein. Clairement. Ok, je vais vous mettre un lien vers l'article et on va commenter un petit peu les différents starter decks. Je vais te laisser la parole pour le coup Sienne. Nous dire un petit peu ce que tu penses des différents decks de départ. Qu'est-ce qui te semble le plus intéressant et pourquoi. Et je montrerai les cartes au fur et à mesure à la rigueur. Alors déjà je vais vous mettre le lien. Je vais reprendre le lien aussi comme ça on fait dans le même ordre. Ouais, alors je mets le lien sur le chat comme ça tout le monde là. Donc le lien de l'article dans lequel je décortique un petit peu les différents starter decks et je vous donne des conseils hein, pour partir sur de bonnes bases lors de l'open beta. Donc le lien s'affiche sur votre écran, il a été mis en page par Ropet que je remercie. Il s'appelle ça le boulot à chaque fois. Une très belle mise en page de Ropet hein, d'ailleurs. Ouais, les bannières de Spellweaver sont très jolies, les bannières nature, order, les bannières d'aspect. Elles sont vraiment sympas, j'aime beaucoup. Malgré le côté terne du fond de page, c'est très sympa de voir ces bannières. Alors, oui mais ça dans le cadre, ils savent pas faire leur boulot. Avec que le texte en lui-même ça aurait été très indigeste hein, concrètement. Oui c'est vrai. D'autant que j'ai tendance à être un peu bavard donc... Ça rafraîchit un peu, tu sais, les bannières. Ah putain, y a qu'un mot à lire, tu sais. Je peux comprendre une grande partie avec un mot, tu sais. Un peu de couleur, merci. Merci Jésus pour la couleur. Alors, vous avez un écran noir, ça va pas durer longtemps. Alors, je vais prendre le starter deck nature. Hop, on va commencer par nature. Il me laisse, bien entendu. Hop là, voilà. Voilà. Redébuter Spellweaver, choisir son deck de départ pour la bêta ouverte. Donc les joueurs vous trouverez évidemment cet article hein, sur momcard.fr, on vous a mis le lien sur le chat. Donc je laisse, j'attends que Sienne soit à jour. Et puis, moi c'est bon, c'est quand tu veux. Ok, bah écoute, je te laisse nous dire un petit peu qu'est-ce que tu préfères, quels sont tes decks de départ préférés, quels sont ceux que t'aimes moins, pourquoi. Bon écoute, on va commencer déjà dans l'ordre pour les décrire et puis on donnera nos petits commentaires au fur et à mesure je pense. Ça marche. Alors le deck elf, sur le papier il a tout pour réussir, après il a vraiment de la peine à se développer malgré qu'il soit très cohérent et qu'il ait un bon potentiel d'aggro. Il a quoi? Il a 6 T1 il me semble, ouais 6 T1, un très bon T2 qui est l'Elf Warrior. Un autre T2 le Senra's Ferry, ouais il a 6 T1, 6 T2, même plus. Ah non, il a 6 T1, 6 T2, les Brothers in Arms T3, voilà exactement. Liena aussi la légendaire qui est très bonne dans un deck elf, hein. Bon il y en a qu'une malheureusement mais bon c'est une légendaire, on va pas demander trop dans un deck... dans un starter deck non plus. L'ancien Tréant qui est un petit peu... Je vois pas trop ce qu'il fait là-dedans en fait, l'ancien Tréant 3 de threshold dans un starter deck aggro, ça me surprend un peu concrètement. En fait je réalise que c'est bête ce que je fais, plutôt que vous montrer l'article que vous lirez si vous en avez envie, je vais plutôt vous mettre un lien vers la decklist sur Wikipédia. Voilà, il y a un lien ici, ça me paraît plus cohérent et plus efficace. Alors, j'arrive, je vais montrer les cartes nature au fur et à mesure que tu en parles en fait, ça sera mieux. Voilà, je t'écoute. Ouais, il vaut mieux, je pense, ça va être plus simple de décrire le... On va déjà regarder le deck ce qu'il contient, puis après on fera les petits commentaires dessus. Et moi dès que t'es à jour, et puis on recommence. Alors, hop, que je retrouve ma page aussi. Alors voilà, donc je parlais du deck elf qui a 6 T1, donc 4 elf scouts qui sont des très bons T1 qui permettent d'agresser, hein. 4 de SP, il n'y a pratiquement rien qui les arrête à part des contrôles, donc des spells. C'est un bon potentiel d'agression, ça peut permettre toujours de se défendre contre des créatures rage, donc c'est assez polyvalent, c'est assez sympa comme T1. Ensuite en 2 exemplaires on a le Grove Guardians qui a 2 de SP. Capacité il gagne plus 1 d'attaque et plus 1 de HP pour chaque elfe que vous avez posé ce tour-ci. C'est assez intéressant comme rush, hein. Clairement c'est dans l'optique rush, on n'a rien à dire là-dessus. Un elf scout qui permet de passer les défenses, donc qui permet de rusher un peu par derrière, et un Grove Guardian qui permet de taper fort en fait. Plus on pose de créatures, plus il tape fort. Ça suit le concept d'aggro, là-dessus on a vraiment rien à dire.
Ensuite en T2 on a l'Elf Warrior qui est un des meilleurs T2 du jeu, hein, clairement. Une 2-2 pour 2 avec 3-2 SP, on peut rien demander de mieux hein, concrètement. Moi ce que je voudrais dire peut-être c'est que je mettrais plus de Grove Guardian que d'Elf Scout si j'avais le choix. Oui, moi aussi, c'est vraiment plus aggro que l'Elf Scout effectivement. Après bon, on va pas forcément décrire une par une toutes les cartes, hein. Le but c'est juste de voir un petit peu, voilà, s'il y a vraiment des cartes bonnes, des cartes un peu dessous. On n'aura pas le temps, on va perdre les viewers si on fait vraiment carte après carte. Oui, je pense. Bon, après Sunrise qui est un autre T2, 2-1, voilà, 3 SP, Brother in Arms. Qu'on aime pas beaucoup, hein. Je sais que tu l'aimes pas du tout, toi. Le Brother, je l'aime pas du tout, non, c'est vraiment trop sensible en fait. Je remercie presque l'adversaire l'opposé en fait quand l'autre le joue, donc. Je vois même pas pourquoi tu l'aimes en fait cette carte. J'aime pas spécialement, j'aime pas spécialement. Il y a clairement mieux à mettre, hein. Il y a des Venerable Unicorn à mettre, il y a des. Éventuellement les Elf Trackers aussi, il y a clairement mieux à mettre, hein, clairement. Pour moi, c'est plus une créature défensive qu'attaquante en fait. Il y a Ambushing Sharpshooter aussi. Très bon T3 en mono elf, très bon. Ah, c'est un très bon T3, c'est le meilleur d'ailleurs. Oui, c'est clairement meilleur. Oui. Avec son Swift et son attaque rapide, il est très bon, hein, clairement. Bon, Nina qui est donc cohérente au deck, hein, clairement, tu peux jouer un elfe sur le dessus de ta bibliothèque. Enfin, la carte là-dessus de la bibliothèque est révélée, tu peux jouer si c'est un elfe. En payant le coup, bien entendu. Hein. L'ancien Tréant, c'est celui-ci que j'étais un peu. Je vois pas trop ce qu'il fait là-dedans. J'arrive pas à le catégoriser en fait, cet ancien Tréant. Il est pas mal. 3 de threshold, c'est un peu lourd. Oui, mais il coûte que 2 et c'est une 3-4 et surtout il va nullifier une créature. Ce qui est intéressant, c'est quand il attaque, il va non seulement il va mettre une créature ennemie à 0, c'est-à-dire que cette créature ne pourra pas bloquer, mais au tour d'après elle sera toujours à 0, donc elle ne pourra pas attaquer. Donc tant qu'il est vivant et tant qu'il attaque à chaque tour, il nullifie une créature de A à Z pendant votre tour et pendant le tour adverse. Avec bon effectivement 3 threshold, hein, mais il coûte que 2, donc c'est une bonne carte. C'est une bonne carte. Disons que dans une méta très contrôle où il sera géré plus facilement, vous avez tendance à préférer la Fairy of Charm. La Fairy of Charm, parce que la Fairy of Charm, vous la posez, elle a un effet direct, vous volez directement une créature. Oui. Mais justement, dans l'optique ou dans une méta où les joueurs sont en train de farmer, ils n'ont pas toutes les cartes, ils n'ont pas des decks construits finis, l'ancien train me semble très bon, voire peut-être meilleur que la fée, je sais pas, mais au moins aussi bon que la fée, je pense. Après, à terme, la fée est meilleure. Hein. Le problème de l'ancien Tréant, c'est que ça va te demander d'un threshold en plus. Dans ce cas-là, autant jouer la Neva avancée. Hein. C'est pour ça en fait, c'est pas une mauvaise créature, mais je la vois pas dans ce deck là. Elle a aucune cohérence avec ce deck là. Oui, je suis assez d'accord. C'est bête de monter à 3 de threshold juste pour cette créature. Je suis d'accord. Moi, je jouerais pas, effectivement. Je jouerais des Elf Commanders à la place, je jouerais des Niena. Même à la rigueur, le Summoner Druid, même si j'aime pas beaucoup, il y a 10 000 trucs à jouer. Le jeu est cohérent dans l'ensemble, mais c'est vrai que cette carte n'est pas du tout cohérente avec le jeu. Hein. Je trouve que le jeu il est cohérent. C'est un peu la force du deck elf, il est très cohérent comme deck. Le jeu il est cohérent, ça c'est sûr, il est assez stable. Ce que j'aime pas, c'est déjà les cartes clés, elles sont fou. Hein. Un seul Elf Commander et un seul Nina. Oui. Moi je vois mal comment on peut gagner si on n'a pas Nina sur le board en fait avec ce jeu. Sauf sortie champagne, si vous n'avez pas Nina, je vois pas comment vous pouvez gagner. Et en avoir qu'une seule, c'est un peu compliqué. Et ce que j'aime pas du tout, c'est les spells. Même si vous rushez en début de game, vous allez pas avoir le potentiel de poke d'un rage. Du coup, voilà, si vous n'avez pas l'Elf Commander et Nina, vous allez pas pouvoir poursuivre votre agression en aggro. Donc, et moi, j'aime pas trop les spells. J'aime pas le Mantle of Wine, j'aime pas le Test of Time. Après, Ambush Strike, Tornado Outbreak et Landslide, bon, y a rien à dire, pourquoi pas. Voilà, ce sont des bonnes cartes. Après, on peut réfléchir à ce qu'on les met ou pas, mais ce sont des bonnes cartes. Il y a aussi l'Elven Sanctuary qui est une très bonne shrine, hein, du coup, qui est très. Synergique avec le jeu, mais bien, sans ça, il est peut-être un peu faible comparé à ce que le Rage Aggro pouvait offrir. Oui, il est plus faible que le Rage Aggro, clairement. Donc du coup, avis général sur ce deck Elf, tu le conseilles pas pour débuter? Très cohérent, après est-ce que je le conseille? Actuellement c'est un peu le seul deck aggro qui reste dans la méta starter deck. Je le conseillerais pas honnêtement, je le conseillerais pas. Le héros de base est très sympa, ça peut se tweaker en plusieurs autres trucs, mais l'elfe de base est pas... Le deck elfe de base nécessite trop de bonnes cartes pour être viable comme ça. Ouais, je suis d'accord. Il manque trop de cartes pour que ce soit viable, je le conseille pas. Alors juste, je lis un petit peu l'Iris qui dit j'ai mis Assassinate à la place de... Enfin j'ai mis Execute à la place d'Assassinate, c'est que je confonds. J'arrête pas de dire un coup Assassinate, un coup Execute, un coup Murder. Murder c'est son nom sur Magic. Parfois je dis Terreur aussi, c'est Magic aussi, donc j'arrive pas à retenir le nom de cette carte. Pourtant Dieu sait que je la joue dans tous mes jeux, mais j'arrive pas à retenir son nom. Donc c'est Assassinate, ok, je vais éditer le jeu après le stream. Je te remercie. Moi je confonds toujours Assassinate et puis Execute, c'est abusé. Vous pensez que Corruption est bon, après si tu veux dominer la... Oui, je pense que Corruption est bon, après si tu veux dominer le ladder, que tu es confiant. Personnellement, moi j'aurais droit à 2 decks. Je vais pas partir sur Despina, parce que moi je joue pas Despina. Enfin, je joue en fait le deck que je joue Despina, mais pas avec Despina, je joue avec Dice de base moi. Donc moi je pense que je vais partir
Alors soit je vais partir sur Corruption, parce qu'on va en parler, parce que c'est fort. Sinon je vais partir sur Dominion Wisdom, je pense, pour mes 2 starter decks. Ça dépendra ce que je chope en fait dans mes ouvertures de pack. Ça dépendra de ça principalement. Mais je vais directement partir sur le contrôle Dominion Wisdom. Pardon? J'espère qu'on peut choisir les decks après avoir ouvert les packs, ça serait vraiment intéressant. Ouais, je pense. Enfin, de toute façon, maintenant dans les premières quêtes, on a un starter deck qu'on va débloquer. Donc je pense que je vais prendre Corruption. Aussi. Et puis après, je vais prendre Dominion et Wisdom. Moi, je vais faire comme ça. Voilà, en spoil. Clairement. Poison in Arms est vraiment mauvais. Ouais, l'Iris n'aime pas trop. Le truc, c'est que Feu of Charm est tellement au-dessus de ça, je suis d'accord. Encore que dans une optique où il n'y a pas beaucoup de sortes de gestion, ça peut être pas mal quand même, l'ancien Tréant. Le nerf de Zage profite beaucoup à la fée en plus. Ouais, clairement. Oui, le nerf de Zage profite à beaucoup de personnes, hein, pas qu'à la fée. Ah mais tiens, Eni prend les mêmes que moi, Dominion Wisdom Corruption, bizarrement. C'est ce que je prendrais si j'avais le choix, hein, donc... J'aime bien rush avec Domi Implant, mon go-to deck. Ben, moi j'ai commencé la clause bêta avec un Domi Implant que j'ai splashé après un petit peu après. Enfin j'ai joué Black Suicide en fait. Et puis après je l'ai splashé avec du rage pour être encore plus aggro. J'ai mis des boules de feu, des Gibo Enroni et j'ai pris le Zac avec sa capacité pétée. Mais avec une grosse... Enfin c'était du splash rage mais il y avait une grosse base Dominion aggro. C'est assez sympa mais c'est un peu irrégulier, c'est le problème. C'est un peu irrégulier. Tout dépend si le gros il proc ou pas et ça dépend comment il proc. Alors on avance, bon. Je t'écoute. On avance. Alors le starter deck Order qui a été changé récemment. Ouais. Le nouveau deck est vraiment plus cohérent que l'ancien, il est beaucoup plus sympa. On utilise beaucoup Je de sais plus à quoi ressemble l'ancien. J'aime pas trop le nouveau, mais l'ancien était sans doute pire. Oui, oui. Bah, le nouveau, au moins l'avantage d'avoir une direction, hein, donc un peu plus définie, les soldats, hein, concrètement. Vous avez beaucoup de soldats, vous avez le Master Tactician qui est juste fait pour les soldats concrètement. Après, ce qu'on pourrait lui reprocher, c'est peut-être qu'il a un peu de créatures et des spells un peu inutiles. Hein, Master Tactician plus 1 à tous les soldats sur la même lane, pour rappeler. Voilà, clairement. Donc qui est fait pour les soldats. Moi je le trouve assez viable, hein, ce deck Order, en tout cas beaucoup plus que l'ancien. Il remonte un peu dans mon estime parce que l'ancien était vraiment catastrophique. Ouais, il a de quoi être monté, hein, et il a des montées de... Après il a vraiment des créatures qui sont injouables, hein, mais à remplacer instantanément. Mais il est jouable je pense, il se situe largement dans une catégorie moyen. Je le conseillerais personnellement aux personnes qui aiment bien le style Order. C'est un bon deck, honnêtement c'est un deck viable. Le nouveau Starter Order arrive à gagner des parties, dit Philcas. Mon dieu. Ah, clairement. Alors moi, ce qui me gêne avec ce jeu, alors effectivement il a une direction, mais je trouve que cette direction, c'est pas un fil qui est très fermement tenu. Parce que si vous comptez, il y a 9 soldats en tout dans le jeu. Il n'y a pas plus, il y a 9 soldats. Et sur les 9 soldats, vous avez quand même Livy Infanterie x3. Donc en gros, vous avez 6 bons soldats et cette carte qui est un peu pourrie. Je trouve ça un peu léger quand même. Après il y a la capacité du héros qui permet aussi de générer des soldats. C'est sûr, c'est vraiment central. Mais voilà, et surtout le soldat qui manque, le seul soldat, enfin le soldat qu'il faudrait mettre en numéro 1 dans le jeu, c'est le Elite Vanguard. Elite Vanguard c'est la 3-3 pour 2. C'est un drop 3, il a un level de 2. Qui est vraiment excellent. Mais voilà, il y est pas, et du coup le jeu il perd vraiment en force quoi. Seulement 9 soldats, seulement 6 de bons et pas de Elite Vanguard. Il pâtit vraiment. Et le problème c'est que vous regardez, il a 3 Relic Guard, il a 4 Sun Esprit, donc ça fait 4, 5, 7, ça fait... Il a 9 soldats et il a déjà 7 prêtres, il a presque autant de prêtres que de soldats. Et puis vous avez des Griffons, Griffin Raider qui est injouable en x4, ils l'ont changé, c'est une 3-2, c'est une 3 mais c'est toujours nul. Pour 4... Même après sa modification c'est devenu injouable. Pour 3, enfin pour 4 c'est nul, hein, je veux dire... Oui, je sais pas, tu l'enlèverais un speed et tu le mettrais en tour 3 à la rigueur. Mais là, bah, là tu je vois pas ferais l'intérêt. 3 avec un speed en moins, ce sera déjà un peu plus viable, mais c'est vrai que là... Mais ouais, regarde, une 2-3 speed avec 2 de speed pour 3, moi je dis oui. Oui, clairement. Mais pour 4 non, jamais. Et puis vous avez des anges, vous avez un Faithful et un Protecteur des Innocents qui sont bons mais qui n'ont pas spécialement synergie avec un jeu soldat. Au niveau des sorts, c'est pareil, au niveau des sorts vous avez 4 Pacify, c'est très bien 4 Pacify, c'est vraiment cool. Vous avez un Estilaï, c'est très bien. Et puis le reste c'est de la merde quoi, Touch of Light, Angelic Song, War Fanfare, Angelic Might, tout ça c'est assez peu jouable. Et puis un très bon soldat mémorial qui est très bon dans un jeu soldat, ça c'est une carte très forte. Donc, moi je trouve qu'il a une direction, je suis d'accord avec toi, mais il a pas de bonne carte pour aller dans cette direction en fait. Alors déjà que les decks soldats sont pas très forts, alors si en plus il manque les élites Vanguard et bon,
Je suis un peu sceptique quand même. Disons que je pense qu'il est jouable, alors qu'avant il était vraiment pas jouable. Mais je vous conseille vraiment pas de commencer par lui si vous voulez farmer. Hein. Pour moi, ça reste là. Il est toujours dans les moins bons. Donc voilà. Du coup, je sais pas si tu partages mon analyse ou t'as l'air de l'aimer plus peut-être, je sais pas trop. Mister Sien, tu es là? Allo, allo, Sien. Bon. Désolé. Ah, Sien me met un vent. Oui, donc, oui, bon, voilà, je concluais sur Order. On Qu'est-ce que enchaîne? tu disais? Non, juste, je disais que pour moi, il est jouable, alors qu'avant, il n'était pas forcément, je suis d'accord. Mais c'est quand même l'un des decks que je conseillerais en dernier. Pour moi, il reste parmi les plus faibles quand même. Oui, après, je pense que honnêtement, ce serait Nature Rage Order dans l'ordre. Hein. Ouais. Ouais, oui, je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord, ouais. Il gagne une place, hein, et puis Rage descend vraiment tout en bas. Le Nature reste vraiment pas viable. Je pense que Nature et Rage se battent pour la dernière place, hein, clairement. J'adore le commentaire de Nip, il est génial. En parlant du deck order, je disais qu'il y avait une direction qui suivait un fil très fermement, enfin, plus fermement tenu. Et Nip qui commente, il a une direction plus affirmée qui pointe quand même vers un mur en break. C'est un peu ça quand même. C'est un peu ça. Tout à fait vrai. D'autant qu'encore une fois, on va dire à bon niveau, enfin à niveau un peu plus tryhard, on va dire. Les aggro orders ça marche pas, je les ai essayés sous toutes les pointures, ça marche pas bien. Après l'avantage c'est qu'il a plus une armure en papier mais en carton. Du coup c'est un peu mieux. Oui, ça fait un peu plus clodo aussi. Clairement. Alors, on enchaîne. C'est à moins froid. Wisdom Alors, peut-être. ce sera le deck Wisdom. Alors le deck Wisdom, depuis les ups de certaines de ses cartes à la dernière mise à jour, il est devenu très très sympa. Toujours un deck orienté sur l'énergie, hein, concrètement. Mais principalement le up du Dust Titan le rend vraiment... le Dust Titan est vraiment devenu très 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 sympa. Hein. C'est assez hallucinant. Surtout qu'ils ont introduit le fait que maintenant il n'y a plus que les sorts qui peuvent coûter 1+, les créatures maintenant aussi peuvent coûter 1+, enfin il y aura des créatures 1+, comme le Dust Titan qui est le premier à être introduit. C'est que tu aimes ce mot. Et dans l'ensemble c'est un deck très viable, hein. Il est pratiquement tourné que sur l'énergie, hein. Donc toutes ces cartes tournent à l'énergie, ce qui le rend assez viable. Quelques élémentaires, quelques librairies, hein, qui est fort intrinsèquement de toute façon. Voilà. Le chargé d'Orite qui permet un très bon start, le golem qui permet d'agresser en début de game. C'est une agression correcte. En plus, le héros d'Aris de base qui est un très bon héros. Le golem de base, je trouve que c'est pas fou. Mais le problème de ce jeu, c'est qu'il n'y a pas de T2. Vous regardez, il n'y a vraiment pas de T2. Le golem, c'est le seul T2. Le golem, hein, concrètement, le golem. C'est le seul T2 du jeu. Donc voilà. Donc, et puis bon, ça reste une de 2 pour 1, c'est pas dégueulasse. Mais voilà, c'est votre seul T2. Donc si vous jouez un jeu un peu aggro, parce que il faut le dire, hein, le jeu Wisdom Energy, c'est un jeu plutôt agroisant. Agroisant mid-range, mais plus rapide qu'un mid-range quand même. C'est de l'agro mid-range, oui. C'est assez spécial. C'est vrai qu'avant le T3, il se développe vraiment pas. Hein. Faut vraiment attendre le T3 pour qu'il se développe. Après, le fait que les golems soient là en starter deck, ça rend un T2 viable. Hein. Concrètement, c'est du starter deck. C'est pas mal, c'est cohérent. J'ai rien à dire, c'est cohérent. Sachant qu'il a des sorts des très bons sorts. Hein. Sleep, un très très bon sort. Astral Dive qui est très cohérent au jeu. Flash Freeze qui est un très très bon sort. Et puis Ancient Wisdom qui est toujours très fort pour faire du CA. Il a pas de sort inutile, il a pas de créature vraiment inutile, du coup il est très sympa. En plus il a une Lamp of Zafir. Une Lamp of Zafir. Qui est vraiment l'une des grandes cartes. Alors, une carte qu'on voit qui a pratiquement disparu. Pas parce que elle était nerfée, c'est-à-dire qu'elle coûtait 2 à poser, elle coûte 3 à poser maintenant. Mais c'est pas fondamentalement parce qu'elle a été nerfée, parce que c'est toujours aussi fort que ça coûte 2 ou 3, hein, ça fait pas une grande différence. Parce que c'est pas une carte anti-aggro de toute façon, donc c'est pas très grave. En fait, elle a pratiquement disparu parce que la méta est devenue full control et full wisdom. Vous avez du wisdom tout le temps, donc vous avez du dispel tout le temps. Du coup, la lampe aux Zafir, c'est... Et en plus, en fait, quand vous jouez des Spina, vous allez plutôt compter sur votre capacité pour voler les gnomes adverses pour détruire les Zafir ennemis, donc ça devient très difficile de jouer Zafir. Alors ça reste une très bonne carte, vous pouvez parfaitement la jouer en x4, il n'y a pas de souci. Parce que même si elle est insta-dispel, et elle sera pas forcément insta-dispel, hein, mais même si elle est insta-dispel, vous avez mis 4, et dans un match-up contrôle contre contrôle, 4 points de dégâts, on crache pas dessus. C'est tellement dur de mettre des points de dégâts que pourquoi pas. Mais c'est vrai qu'on a tendance à plus la jouer maintenant. La méta va changer avec la sortie du jeu, donc les gens auront beaucoup moins de dispel, du coup la Lamp of Zafir fera vraiment des games, mais alors vraiment. Exactement, voilà, disons que si vous débutez, il n'y aura pas encore de gros contrôle wisdom, ils vont mettre un peu de temps avant d'arriver, ça demande beaucoup de cartes chères, donc la Lamp of Zafir fera la game, d'autant qu'il y aura sans doute peu de dispel.
Et il y a autre chose, c'est que actuellement Lop of Zafir peut jouer parce que le méta est très contrôle, mais dès que les joueurs auront compris que oui, Aggro Rage a été nerfé, oui, ça leur a fait mal, oui, Zac a été nerfé, mais Zac explose d'Espina dans tous les sens, même en jouant second. Quand les joueurs auront compris que Rage est toujours au-dessus d'Espina et que quand les joueurs commenceront à jouer Rage plus régulièrement, on verra moins d'Espina, on verra moins de contrôle Wisdom, et donc on verra peut-être refleurir d'autres Lop of Zafir vu que la méta Ouais, je pense que c'est pas, plus rapide. c'est pas seulement à cause du nerf de rage qu'on voit beaucoup moins de rage, c'est principalement un ras-le-bol général et les gens se sont un peu rabattus sur Despina du coup. C'est un peu, ils font les deux extrêmes et ils s'équilibreront tout seuls au final. Hein. Après Despina c'est pas non plus une grande découverte quoi, hein. Elle était spammée au Non, début non, du mais jeu. bon, c'est... Je veux dire, le rage était clairement au-dessus avant, donc... Ouais, mais c'est pour ça qu'on joue Corruption et plus Despina en fait, parce que Corruption, il battait Rage quoi. Ah bon, c'est un autre sujet, ça, de toute façon, on va faire un article sur la méta Spellweaver, qui permettra un petit peu de résumer un petit peu quels sont les decks forts du moment, et quel est l'équilibre des forces entre les différents archétypes. Alors, c'est une méta temporaire, c'est la méta en date de la fin de la clause de bêta. On verra si ça se confirme ou pas. Mais bon, ça permettra d'avoir un point de repère quand on commencera à jouer en open bêta. Bon, on fera ça, on en parlera sûrement de la prochaine émission, on fera un article sur le sujet, mais c'est pas le sujet du stream de ce soir. Probablement, mais... t'as quelque chose à rajouter sur le deck Wisdom ou bien? Non, mais on va tout dire. Alors moi simplement ce que je dirais c'est que ce qui est très surprenant avec ce jeu, c'est qu'il n'y a pas une seule mauvaise carte dans le jeu. Il n'y en a pas une seule qui est mauvaise. Ça, ouais. Pas une seule. Et personnellement j'ai joué un petit peu un deck Aggro Energy Wisdom depuis le patch. Ça tourne bien, c'est pas mal. Alors, vous allez perdre contre les gros jeux contrôle, hein, vous allez perdre. Mais vous allez gagner contre les jeux rage, et vous allez gagner contre les jeux midrange, et vous allez battre même certains contrôles. Alors pas les gros hyper contrôles, mais vous allez gagner beaucoup de match-up. Et moi j'ai un win rate très très positif avec ce Darius Aggro Wisdom, Aggro Energy. On construit en plus. Ce qui m'a surpris vraiment. Ouais, on construit un. On construit un. Donc en starter deck il sera très sympa, sachant qu'il permet d'être tweaké assez vite vu qu'il y a des cartes qui valent pas très cher. Exactement, il coûte pas très cher, il n'y a pas beaucoup de cartes chères. Ce qui va poser problème c'est le Engineer, hein. Le Foundry Engineer qui est rare. Aussi, hein, clairement. Vous avez besoin d'avoir 4. Le Dust, vous pouvez en jouer 2 ou 3 encore, ça va. Mais l'Engineer il en faut 4. C'est obligatoire. Ouais, clairement. Vous pouvez jouer sans Dust, vous pouvez pas jouer sans Engineer, il y en a que 2. C'est le seul défaut du jeu, c'est qu'il a que 2 Engineers. Mais bon, c'est une carte rare. Ouais, évidemment, on va pas vous en donner 4. Hein. C'est vraiment trop fort. Mais concrètement, en gros, moi mon deck Aggro Energy c'est 4 Lamp of Zafir, 4 Foundry Engineer et je tue avec ces deux cartes et c'est très très fort, avec le Dust Titan éventuellement en late. Je joue pas le Spectral Horrid d'ailleurs, mais en gros j'ai 80% de ces cartes on va dire. Et c'est le deck que je joue au départ. Donc je vous le conseille, vous aurez un très bon win rate quoi. Moi je fais facilement du 75% de win rate avec ma version de Darius. On enchaîne? Ouais, alors un petit peu la catastrophe du moment, hein, le nouveau deck Shaman Rage. Ah. C'est un peu... c'est n'importe quoi ce deck. Le nouveau n'est pas forcément meilleur. Hein. Il est assez catastrophique honnêtement. Hein. Ils veulent partir sur une méta Shaman, mais ils vous donnent 3 totems concrètement. Enfin, 3 totems viables et 3 totems complètement inutiles. Ils vous donnent pas des masses de Shaman, il doit en avoir quoi, allez, 7 grand max. 2 Spirit, 3 Raki, ça fait 5. 4 Fire Dancer, ouais ça fait 9, Fire Dancer sont pas vraiment viables. Voilà, il a perdu son potentiel aggro vraiment. Vous avez certes 3 T1, 3 T2, mais voilà, il faut les piocher. Hein. Enfin il y a 5 T2 pardon. Honnêtement ce deck est largement un des derniers à conseiller sur les starter decks de la méta. Après il est tweakable assez rapidement, il peut devenir un deck très viable. Mais de base il est vraiment pas viable. Juste une parenthèse pour répondre à l'Iris. C'est des commentaires qu'on a déjà fait, mais bon, voilà. La répétition est la base de la pédagogie. C'est ce qu'on nous répète à l'SP. Alors, Rage ne défonce pas Despina, Rage défonce le Dominion Wisdom à la mode. Oui, mais Dominion Wisdom, c'est ce qui est joué 90% du temps par Despina. Despina Order, ça n'est pas joué. Enfin, tu joues ça, c'est pas mal, mais ça n'est pas joué. Ça n'est pas joué parce que ben, vous n'avez pas de raison de jouer Dominion Order, étant donné que vous allez jouer à 90% contre Dominion Wisdom et vous allez perdre avec Dominion Order. Donc en fait ce jeu n'est pas un bon win rate parce qu'il va perdre contre les jeux contrôle. Il va battre les jeux aggro mais il n'y en a pas beaucoup des jeux aggro. Et l'aggro elf il est déjà battu par le Dominion Wisdom. Donc en fait l'intérêt de jouer Dominion Order avec des spinas c'est juste que vous battrez rage. Et il y a beaucoup moins de rage que de deck contrôle ou deck midrange. Donc je suis d'accord avec toi, c'est vrai que l'order Dominion va battre, enfin sera sensiblement meilleur quant au rage, clairement. Je dis pas qu'il gagnera facilement,
mais il sera meilleur, ça c'est sûr. Il aura un bon win rate. Alors après, le golem a aussi répondu, le golem n'est pas une bonne carte en soi, mais si vous jouez un Dominion aggro énergie, vous vous rendrez compte qu'il n'y a pas de T2, il y a 0 T2 dans le jeu. Et jouer un jeu aggro sans T2 c'est pénible, donc on joue le golem en fait parce que c'est une carte qui sans être bonne n'est pas non plus mauvaise, surtout pour un starter deck, et ça vous permet d'avoir un T2, tout simplement. Mais elle est pas mauvaise, elle est pas mauvaise, une 2-2 pour 1 c'est pas mauvais. Hein. Voilà, on reprend sur Rage, excuse-moi, je voulais vraiment répondre à l'Iris pour clore la parenthèse. C'est fait pour parler du golem, donc Wisdom. Ça bug chez toi ou chez moi, je sais pas, il y a un... Pour parler vite fait du golem, excuse-moi, T2 de Wisdom, certes dans la méta actuelle c'est une très mauvaise carte, mais dans une méta de starter deck c'est un T2 viable, donc on refuse pas. 2-2 SP, une 2-2, voilà, correct. Oui c'est correct, voilà c'est correct, c'est pas bon mais c'est correct, et s'il n'y a pas de T2 dans un jeu aggro, bah autant le jouer. C'est un peu la même logique avec le jeu Rage aggro, hein. Vous jouez le Goblin Fireworker, pas parce qu'il est excellent, attendez je vous le montre, pas parce qu'il est excellent, au contraire il est un peu lent pour un jeu aggro Rage, mais parce que vous avez besoin de T2. Voilà, donc quand vous n'avez pas votre fief, vous êtes content d'avoir un Goblin Fireworker. Qui n'est pas joué systématiquement d'ailleurs, mais qui est souvent joué quand même. Ah, parfois on choisit les cartes non pas parce qu'elles sont intrinsèquement bonnes, mais parce qu'elles répondent à un besoin du jeu tout simplement. Un besoin de curve, un besoin de réponse, un besoin de méta, voilà. Je ferai une émission... alors, une émission analytique, je sais pas encore, on va dire de théorie du deck building. Avec des guillemets, je vais vous proposer en fait une grille de lecture pour penser le deck building. Alors ça sera quelque chose d'un petit peu technique, un petit peu poussé, un petit peu universitaire en fait. Donc je mets ça de côté, j'essaie de voir comment je peux me donner une forme c'est peut-être que digérer en émission. Mais je ferai quelque chose sur la théorie de deck building. Ça vaudra ce que ça vaudra, c'est ma lecture, c'est pas... voilà. J'ai pas la culture TCG des NIP. Je vais simplement essayer de porter un regard de littéraire sur la théorie de deck building. Et c'est ce que je trouve intéressant. Souvent, quand on parle de théorie crafting, quand on parle de deck building, on fait intervenir le prisme des mathématiques, du calcul, de l'informatique, etc. Et j'aimerais bien voir qu'il y a aussi des grilles de lecture, il y a aussi des théories littéraires, ou plus exactement qui tiennent à la linguistique, qui est inspirée des sciences dures pour le coup, hein, donc tout se rejoint, qui permettent peut-être d'avoir une approche un peu différente du deck building et de la méta en général. Donc voilà, je ferai ça dans une prochaine émission. On revient à notre jeu Rage, c'était la sienne? Yep. Alors, donc un jeu Rage qui veut se prétendre d'un jeu chaman, mais bon avec 9 chamans, dont 4 qui sont assez late, 6 totems dont 3 qui sont assez inutiles. On se demande qu'est-ce qu'il a de chaman en fait concrètement ce deck. Il est ni aggro ni chaman, il est entre les deux, il sait pas ce qu'il fait, il y a des cartes assez inutiles du style Lord Javeliner. Ils ont même pas mis 4 gobelins quoi, même pas 4 gobelins. Non, ils ont été radins là-dessus clairement. Bon, ils ont eu la décence au moins de mettre 4 Fireball, hein, c'est déjà ça. Oui, ça c'est très bien, 4 Fireball c'est génial. C'est peut-être le... Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi c'est le meilleur anti-bet du jeu, Fireball. Hein. Je le mets devant Assassinate. Il y a Sanctumeuse qui est pété, mais je le mets même devant Noxusum, et pourtant Noxusum c'est quand même pété. Je le mets devant Pacify. Sanctumeuse, ouais, mais c'est un shrine, c'est un peu différent, puis ça vient beaucoup plus tard. C'est quand même. Et puis c'est plus dur à intégrer dans un jeu. C'est l'anti-bet par excellence, en sachant que sa polyvalence permet de faire des dommages en même temps, c'est vraiment trop fort. Oui. Pour moi, Fireball, il est vraiment top 1, quoi, vraiment top 1. Ouais, top 1, c'est bizarre. Voilà, un deck qui se joue en 2 de threshold rouge. Je vous le conseille pas. Après, si vous voulez, enfin, je vous le conseille pas pur. Après, si vous voulez partir sur un vrai deck Rage, on va vous présenter ce soir après. On a tweaké le deck Rage de base pour le rendre viable. Donc c'est un petit peu... tout se rejoint. Tout se rejoint, tout est lié. Le deck Rage de base permet de faire des très bons decks après. Hein. Donc si vous voulez jouer Rage, prenez quand même le deck Rage de base et on vous présentera des vrais decks qui sont faits à partir du deck Rage avec quelques common et uncommon, sans rare en plus, sans rare du tout. Donc c'est vraiment des decks budget. Voilà, c'est tout ce que je peux vous conseiller hein, honnêtement. Donc ouais, le Rage reste viable, hein. C'est vraiment le starter deck qui est plus du tout viable à l'état d'origine. C'est ça, le starter deck n'est pas un bon deck de farm à l'heure actuelle parce qu'il manque des cartes essentielles comme les bons totems. Voilà, typiquement un seul lighting totem dans un jeu shaman ça marche pas parce que 60% de l'utilité du jeu shaman c'est lighting totem et on va dire et le reste c'est le totem of legend quoi. Et un seul lighting totem c'est injouable. C'est injouable, d'autant qu'en plus au niveau des créatures ils ont été radins parce que regardez vous avez en fait ils ont mis tous les mauvais chamans, c'est là que là, le Fire Dancer c'est le plus mauvais, il en faut 4.
Et à côté de ça, le Flamebreaker Shaman qui est la base. Le Flamebreaker Shaman, en fait, quand il arrive en jeu, il inflige un point de dégâts à l'adversaire pour chaque shaman dans votre cimetière. Donc c'est la base du jeu. Un jeu poke, c'est avec ça que vous tuez, et il y est pas. Donc ils ont vraiment tout fait pour vous plomber, quoi. Là c'est pareil, en T1, ils ont mis 3 goblins, ils auraient pu en mettre 4. Ils ont mis 0 Lizard, qui est une carte Unco, ils auraient pu la mettre en T1 quand même. Enfin, ils ont été radins de A à Z. La seule chose qui est bien dans le jeu, il y a des choses bien quand même. Vous avez un Ramgak qui est une carte légendaire, ça c'est bien, très bonne carte. Vous avez un Fire Blast qui est une carte rare, c'est pas mal. Vous avez 4 Fireball, c'est bien. Et après, le dernier truc bien, c'est les Raki. Ils ont mis 3 Raki. Pas quoi mettre, comme 3 Raki, c'est bien quand même. Ils en ont mis 3. Là, ils ont été sympas pour le coup. Enfin, c'est une common, hein, mais bon, le Raki, il est bien dans le jeu Shaman. Mais ils ont globalement, ils ont fait un mauvais jeu Shaman. Vraiment, ils ont fait un mauvais jeu Shaman. Cohérent, mais mauvais. Cohérent, c'est un grand mot, hein. Il a un petit peu le cul entre deux chaises, le jeu, donc... Oui, bah disons qu'il a des T1, il a les T1 et les T2 qui peut, quoi. Hein. Après, il a les Gigantodons, les Agéviliens, tu me diras, ça synergise pas spécialement avec le jeu. Mais ouais, c'est ce qui manque de cartes importantes. Bah, il a vraiment le cul entre deux chaises, c'est un mi-agro, mi-shaman, donc... Voilà. Oui, bah, c'est souvent ce qu'on fait en même temps. Quand on joue mono shaman, il y a un côté un peu aggro aussi dans nos listes. Oui, moi je joue mon mono shaman avec 8 et 1, mais seulement, quoi, donc... Ouais. Voilà, on enchaîne. Passons à un truc un petit peu plus sérieux, hein. Après avoir le plus nul, on a le meilleur. Je devine ce que ce sera. Ah, je me demande bien qu'est-ce que ça peut être le meilleur. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste Dummy, Corruption, et c'est tout. Bah, c'est un des deux, hein, concrètement. Qu'est-ce que ça peut être? Et bah, c'est Corruption. Ouf, faut vivre le suspense. On est là pour le suspense. Bon, je sais qui attendait. Alors, le deck Corruption de base, bah, qui ne s'est pas fait exploser par le bot Corruption, hein, concrètement? Moi, jamais. Jamais. Jamais, jamais. Bah, et jamais en stream. J'aurais pas dû dire ça. C'est Corruption de base qui a le potentiel aggro, qui peut tenir très facilement un mid-game, et puis bon, voilà, qui a toujours des possibilités en late, malgré ça. Voilà, c'est pas du late. Après, c'est parce qu'on demande un starter deck, concrètement. Oui, clairement. Il est très fort en aggro, puisqu'il a les 4 zombies légionnaires qui sont des T1, bah 2-2 pour en T1, je vous jure que quand le bot il fait T1 zombie légionnaire, T2 double zombie légionnaire, vous pouvez sur N cash. Ah oui, c'est affreux ça. Ou alors le Remains aussi en T2 après le zombie légionnaire T1, c'est affreux. Et juste notez que c'est intéressant que ce deck de départ soit aggro, parce que vous verrez jamais de deck corruption aggro, enfin c'est ultra rare, c'est vraiment ultra rare. Corruption c'est toujours joué hyper contrôle, souvent c'est splashé soit Wisdom pour piocher, être encore plus contrôle, soit Dominion pour avoir une semi-contrôle avec Stronghold, donc c'est toujours hyper contrôle. Et là vous avez un deck aggro qui marche bien en plus. Ça correspond pas du tout au jeu joué on va dire à top niveau, mais c'est le meilleur starter deck quoi, et ça farme très bien, et vous perdez souvent même avec un deck construit contre ça. Bah ouais, vous pouvez carrément tuer des decks contrôle construits avec le deck de base Corruption, c'est le meilleur. Ça a toujours été le meilleur, hein, clairement. Quel menteur c'est beau. Non, non. Il y a des sorties complètement débiles. Hein. Après bon, le starter deck Corruption et le deck AI Corruption ne sont pas exactement les mêmes. Hein. Il y a il est différent, c'est vrai? Bah, par exemple, il y a Carassless Tomb dans le starter, il y en a plusieurs sur le bot. Il y en a plusieurs, t'as raison. Il y en a plusieurs. Après pour le reste ça me paraissait assez fidèle. Il y a 2 Infernal Tributes sur le bot, il y en a 2 au moins. Je crois qu'il y en a 2. De quoi? Infernal Tribute, le bot en a 2 je crois pas. Hein. Je sais pas, je sais qu'il a au moins 3 Restless Tomb, je sais pas combien il a d'Infernal. Après en fait je me demande ce qu'il a pas dans la liste ici. Je crois qu'il a pas les Infected Survivors en fait. Après, il joue vraiment les mêmes cartes hein, pour le coup, il joue vraiment les mêmes cartes. Très proche. Hein, mais les proportions doivent être un peu différentes, peut-être qu'il joue plus de zone cartes, je sais pas trop. Bon, ce deck est très fort dans le sens où il a les 8 meilleures défausses du jeu, hein. Enfin même plus, il a les 10 meilleures défausses du jeu, il a 2 Vultures, il a 4 Mesmerizing Spirit et puis 4 Ridaché quoi, donc il peut vraiment rouler sur un deck contrôle s'il a une bonne sortie. Il a des créatures de fin de game pour vraiment faire des gros dommages, hein, malgré le nerf du Dread Knight, ça reste une très bonne créature, même chose pour l'Hydra. Il a les chiennes qui tapent à 5, donc c'est un très bon deck, hein. Voilà. Ouais. On va pas dire qu'il est cohérent parce que tout ce que tu peux jouer dans un deck Corruption c'est cohérent. Ce que tu veux c'est cohérent dans tous les cas. En fait il est assez intéressant dans sa mécanique de jeu, parce que c'est un jeu qui va aggro très fort, qui va mettre beaucoup de pression, qui va prendre beaucoup de tempo au début, et c'est en même temps un jeu qui va faire du CA.
Alors, je sais, vous m'entendez toujours dire sur les streams, vous pouvez pas faire un deck aggro qui en plus va faire du CA à côté. Enfin, c'est pas logique. Soit vous investissez vos cartes pour prendre le board, soit vous investissez vos ressources pour faire du CA, mais vous pouvez pas faire les deux, quoi. C'est l'un ou l'autre. Bah, lui, il agresse, il fait du tempo, il fait du CA en même temps. Et il le fait parce qu'en fait, il fait un CA agressif. Il fait pas du CA en piochant. Il fait du CA soit en posant des cartes qui vont faire pop des tokens, comme l'Affected Survivor, c'est 2 créatures pour une en fait. Comme la Vulture c'est un drop 2 qui a un effet direct d'entrée en jeu, mais qui peut en plus, selon quand il est joué, devenir un ton. Ah, la Vulture, c'est monstrueux comme carte. Hein. Donc en gros, la Vulture, quand vous le posez, bah, souvent votre adversaire il va perdre au CA pour la gérer. Concrètement, si le Vulture snowball et que vous avez pas un pacify, donc vous jouez pas order, vous êtes mort en fait, point barre. Mesmering Spirit qui fait du 2 pour 1 aussi, hein, il arrive en jeu défausser une carte. Vous avez le Restless Tomb qui fait du CA aussi, hein, vous posez une carte à chaque tour, vous avez une carte qui pop. Infernal Tribute qui fait du 2 pour 1. Speeding Daché qui fait du 2 pour 1. Donc vous voyez, c'est un deck qui, non pas en piochant, mais en faisant de la défausse, ou alors en faisant pop des tokens, génère du CA en fait, tout en mettant la pression. Et c'est ce qui est très très fort. En early game, vous allez poser rapidement la menace, Zombie Légionnaire, Remain, Vulture. En mid game, vous allez défoncer la manne adversaire ou alors faire pop des tokens. Et puis en late game, vous avez quand même des tons, hein, le Drain Knight et le Undead Hydra qui sont difficiles à gérer, hein, qui sont vraiment difficiles à gérer. Une 6-6, il n'y a pas énormément de choses qui la gèrent. Sachant que le Dread Knight fait quand même, fait du CA quoi, en lui-même, c'est pratiquement du 2 pour 1, sachant qu'il contrôle une créature à tous les tours. À chaque tour, il met une créature sur la ligne de défense qui revient plus ou moins, hein, dans la plupart des cas, à l'empêcher de défendre. Donc en fait, vous avez besoin de 2 cartes pour le bloquer. Et en plus, il a Deadly. L'empêcher de défendre et d'attaquer. Hein. Et en plus, il a Deadly. Donc même si vous mettez plein de créatures pour le tuer, vous perdez vos créatures. Quoi. Il est vraiment problématique ce Dread Knight. Il est nerfé d'ailleurs. Mais il est vraiment problématique. Dans un deck de départ, il est très très bon. Meilleur que le Hydra que j'aime pas beaucoup. Je préfère de loin Dread Knight. Après, ce qui est dommage, c'est que t'es obligé de monter 3 thresholds que pour lui en fait. D'ailleurs, sur Wiki, c'est pas à jour. Hein. Ils ont mis que 2 thresholds. Ouais, la carte en elle-même est à jour, mais ils ont pas mis les levels à jour. Oui, c'est ça. Voilà, donc voilà, un deck très fort, quoi. Un deck vraiment très bon. D'autant plus bon qu'il ne demande pas de réfléchir. En fait, vous posez toutes vos petites créatures, vous détruisez un adversaire, et quand vous êtes au top deck et que votre adversaire est au top deck, bah, vous posez ce que vous piochez. C'est aussi simple que ça. Et quand vous êtes au top deck, et ben corruption gagne, parce que à tirage équivalent, un nombre de cartes équivalentes, bah, il génère des menaces plus embêtantes que vous, quoi. Il fait toujours du 1 pour 2, donc il finit par vous battre, quoi. Donc un bon deck, tout simplement, le meilleur deck de loin, à mon avis. Hein. On enchaîne ou encore une remarque? Non, je suis d'accord avec toi, hein. Concrètement, juste le héros, donc permet aussi de rusher, hein, qui est toujours dans le même potentiel d'aggro. Et remarque, hein, pour ceux qui jouent 18 landes dans des jeux contrôle, c'est un jeu aggro et il joue 23 landes, hein. Prenez-en de la graine. Ah bon. Et puis on finit par Dominion, du coup, on aura fini notre tour d'horizon là. C'est ça, on finit par Dominion. Dominion qui n'a pas changé depuis le début, c'est toujours le petit Black Suicide, hein, Black Suicide qu'on connaît de Magic. Ouais, bah écoute, je te laisse en parler, je trouve que tu en parles très bien du Black Suicide. Ah, qu'est-ce que je vais dire sur Black Suicide? Alors, je reprends le explique peut-être un peu le concept de Magic qui... Oui, il y avait un archétype que j'aimais beaucoup, c'est un archétype qui reste toujours dans mon cœur, parce que la première fois, mon tout premier tournoi à Magic, je n'ai pas fait beaucoup, mais mon tout premier tournoi à Magic, j'étais innocent, j'arrivais, je voulais faire un deck, je sais plus trop ce que c'était, mais je mettais plein de grosses cartes chères. Et puis en face, le mec, il avait piqué que des petites cartes de merde, il jouait un mono, ce qu'on appelle un mono Black Suicide. C'est-à-dire plein de petites cartes de merde, enfin de mon point de vue c'était vraiment des cartes de merde, mais c'est des cartes qui avaient de grosses stats et qui coûtaient pas très cher. C'était des cartes qui en fait étaient très puissantes quand vous les posiez sur le terrain, mais qui avaient toujours un contre-coup. Alors vous perdez des points de vie, ou alors il s'affaiblit avec la durée, ou alors il vous fait aussi mal qu'il fait mal à l'adversaire, des trucs comme ça quoi. Le Black Suicide, c'est-à-dire que vous vous suicidez en jouant vos cartes, mais en fait vous pariez sur le fait que vous allez tuer l'autre plus vite que vous n'allez vous tuer vous-même. C'est ça, c'est un peu... J'adore le concept. C'est double tranchant. Et donc évidemment je me suis fait exploser et sortir dès le début du tournoi. Et en fait, le mono aggro Dominion, c'est un peu le Black Suicide de Magic. Je trouve que c'est ce qui se rapproche le plus du Black Suicide de Magic dans Spellweaver. C'est-à-dire qu'en gros, vous allez avoir un jeu qui va tabler sur le fait de poser des cartes qui coûtent pas très cher, mais qui, grâce à la mécanique des implants, vont très vite devenir très dangereuses et s'affaiblir sur la durée. C'est-à-dire que vous avez un temps limité pour prendre le board et pour entamer les points de vie de l'adversaire. Alors qu'est-ce que c'est que les implants? Les implants, c'est ça, ce sont des artefacts. Vous en avez 3, le Power Speak Armor, le Grappling Hook et le Metabolic Overcharger qui est le plus important. Alors l'implant c'est quoi? C'est quand vous le posez, c'est un enchant de créature, vous voyez ça coûte pas cher, ça coûte 1, ça coûte 2, ça coûte 3. Et ça va mettre un gros boost sur votre créature, mais vraiment un gros boost. Hein.
C'est-à-dire que le Metabolic Charger, pour 3, vous avez +3/+3 sur la créature et elle a Unstoppable. Unstoppable, ça veut dire que elle est le piétinement de magique. C'est-à-dire que tous les dégâts qui ne sont pas absorbés par la créature qui bloque, elles vont directement sur vos points de vie. Donc même si vous bloquez, vous prenez des dégâts. Donc c'est vraiment violent, hein. C'est vraiment violent. Ça coûte que 3, donc c'est pas très cher. Et non seulement ça coûte que 3, mais avec une carte comme Grosse Expérimente, c'est gratos. Le Grosse Expérimente, c'est une créature pour 2 qui, quand vous le posez, directement, il va regarder les 4 premières cartes de votre bibliothèque, et s'il y a un implant, il va le mettre gratuitement en jeu. Et à chacun de vos débuts de tour, il va retutoriser un implant, enfin, il va regarder les 4 premières cartes, et il va remettre un implant en jeu que vous choisissez. Vous n'êtes pas obligé, mais vous pouvez choisir un des implants sur les 4 premières cartes de votre dessus de bibliothèque pour la mettre en jeu sur lui. Donc imaginez, tour 2, vous posez le Grosse Expérimente, vous avez un proc de métabolique, ok, vous avez une 4-5 sur le board, et tour suivant, vous avez un autre proc de métabolique, 4, 5, 6, 7, 6, vous avez une 6-7 sur le board, une 6-7 piétinement sur le board. Et ben gérer ça, c'est pas simple, c'est pas drôle. Cette créature, à chaque tour, elle va vous détruire une créature et elle va vous mettre des dégâts dans la tronche. Ouais, ça. Alors en plus de ça, toujours pour créer du tempo, vous avez la Moon Priestess, hein, qui à chaque tour va générer 1 de plus. Vous avez le Shadow Step Assassin, qui à mon avis est le meilleur T2 du jeu, hein. Une 1-2, 3 de speed deadly. Ça fait du 1 pour 1 contre n'importe quelle créature, c'est très très bon. Et ça va permettre à vos autres créatures de passer. Vous avez l'un des meilleurs T3 aggro du jeu, et peut-être l'un des meilleurs T3 draft du jeu, le Swiftblade Assassin. Le 3 de Ranged. Il est immangeable en draft. Extraordinaire, hein. Vous le posez, et s'il n'est pas géré tout de suite, il va prendre le board. Hein. C'est vraiment une carte extraordinaire. Dans une optique aggro, dans une méta un peu mid-range, c'est très très bon, hein. Ça fait le café. Alors, le Silverblade Warrior, qui est une assez mauvaise carte. Une 2-3 pour 3, c'est pas fou, mais bon. C'est cohérent dans un jeu aggro parce que vous manquez beaucoup de créatures en fait quand vous jouez ce jeu implant. Ah oui, je l'ai pas dit. Pourquoi est-ce que j'ai parlé du côté aggro, j'ai pas parlé du côté Black Suicide. Pourquoi est-ce que c'est Black Suicide? Parce que les implants en fait à chaque tour vont faire -1/-1 à la créature qui porte un implant pour chaque implant qu'elle porte. Donc si votre créature elle a un implant dessus, à chaque tour elle a -1/-1. Si elle a 2 implants sur elle, à chaque tour elle a -2. Et quand ses points de vie chutent à 0, elle meurt. Donc vos créatures vont faire très mal, mais ils sont condamnés à mort en fait. À chaque tour ils s'affaiblissent. Voilà, c'est le côté Black Suicide. Avec la contrepartie derrière, effectivement, vous bénéficiez d'un hub très puissant, mais vous avez une contrepartie derrière. Donc vous devez les gagner vite, tout simplement. Ça. Alors, le Bloodboard Print que j'aime pas trop, parce que c'est une carte défensive dans un jeu plutôt aggro, c'est une carte chère. Le fait qu'elle ait level de 1, ça m'emmerde, parce que poser une créature qui coûte 4 et me la faire tuer par une harpie, ça m'amuse pas du tout. Après, c'est intéressant si vous avez... si vous mettez par exemple un métabolique au votre chargeur dessus, parce que là effectivement vous avez une créature qui tape à 4 et qui va vous faire gagner quelques points de vie grâce à Life Boon, donc c'est rigolo. Bon après c'est pas spécialement synergique avec le jeu, c'est un peu lent, ça vous demande de sacrifier des créatures et vous avez peu de créatures, vous avez que 22 créatures dans un jeu aggro et en plus vos créatures, vous les tuez vous-même grâce aux implants, donc en fait quand vous jouez ce jeu, vous êtes toujours en balle de créatures, vous manquez toujours de créatures et si vous perdez, c'est que vous avez plus de créatures en main. Donc vos créatures sont précieuses et le Bloodborne qui demande d'en sacrifier, c'est pas très drôle. Il est utile pour sacrifier les créatures qui ont 0 de... Enfin qui vont mourir au prochain tour et qui ont 0 d'attaque. Mais... Voilà. Mais bon, je trouve que c'est une assez mauvaise carte quand même dans ce jeu. Clairement trop situationnel, j'aime pas du tout. Et inversement, ce qui va manquer à ce jeu, c'est le très très bon Spoiled Aristocrate. Hein. Une 3-1 pour 1, c'est extraordinaire. C'est vraiment une très bonne carte. En fait, c'est la raison d'être du jeu, hein, le Spoiled Aristocrate. Vous imposez un T1, vous jouez premier, vous avez pratiquement gagné la partie. Hein. C'est très violent. T1 Aristocrate, T2 grosse, c'est le gros pro que vous avez gagné quoi. Ouais, vous avez gagné, c'est plus ou moins ça. Après au niveau des artefacts, des implants, le Power Spike Armor je le trouve vraiment nul. Ouais, assez mauvais effectivement. Mais le Grappling Hook c'est un très bon implant, comme le métabolique. Ouais. Il n'y avait pas beaucoup de cartes qui gèrent le support. Hein. Et avec ça, ça vous aide vraiment, notamment contre Order, c'est très sympa. Le Grappling Hook, lorsque la créature a ça comme implant sous elle, elle peut payer 1 et tout simplement ramener une créature de la ligne support ennemie sur la ligne de devant. Donc vous pouvez atteindre la ligne support, ce qui est très dur à faire dans ce jeu, surtout pour un starter deck. Hein. Ouais. Il y a un problème actuellement, je pense, dans la gestion de la ligne support qui... En fait, il y a des cartes, vous les mettez en support et vous avez gagné dans certains match-up. Et ça c'est embêtant quand même, je trouve. Ça c'est embêtant. C'est la raison par exemple notamment pour laquelle on joue pas Order. Order n'est pas joué parce qu'Order ne gère pas la ligne support. C'est pour ça qu'Order est très faible, ouais. C'est un peu le problème. Dans la méta, Order a tout ce qu'il faut, hein. Vraiment, il y a vraiment des cartes excellentes chez Order, mais ça gère pas la support lane. Du coup, c'est compliqué quoi. Et puis évidemment le métabolique over charger qui est le meilleur, hein, pas de soucis. Alors Stronghold Metropolis, pourquoi pas encore une fois sacrifier les créatures affaiblies par l'implant, mais je refais la même remarque, hein. Vous êtes un jeu qui manque toujours de créatures. Vous manquez toujours de créatures à cause de vos implants qui tuent vos propres créatures. Donc Stronghold, oui bof.
C'est Oui, pas le terrain effectivement, que ils ont j'aurais mis ça parce qu'ils ont mis une shrine spéciale sur tous les decks et qu'ils voulaient pas mettre une rare. Et ils ont pas mis la rare, voilà, c'est ça. Après, au niveau des sorts, bah, les Assassinates c'est très bien, Vampirisme c'est très bien, Cataclysme, c'est toujours bon, Cataclysme. Hypnotizing Whispers, je suis moins fan, mais c'est pas dégueulasse non plus, donc... Ça peut être sympa dans c'est ce pas deck mal. avec la capacité de la Despina du coup, ça peut être très sympa. Oui, oui, ça peut être pas mal, oui, pourquoi pas, pourquoi pas. Après voilà, si vous prenez ce deck de starter, c'est un très bon deck starter, assez viable. Je le classerais 3ème personnellement sur tous les decks. Il y a toujours un Cataclysme de fer qui est juste la carte pour les decks contrôle, donc vous avez toujours un Cataclysme dans la poche au cas où. Donc voilà. Troisième, oui, ça me paraît pas mal, troisième. Premier corruption, deuxième wisdom peut-être, troisième Ouais, je dominion, mettrais Wisdom 2ème, ouais. quatrième, peut-être nature, cinquième order, sixième rage, un truc comme ça. Je mettrais Order et Nature un peu égal. Peut-être ouais, Order un peu devant Nature même. Ouais, on va dire ça. Bon, on a fait le tour. On a fait le tour. Bon, bah écoutez, maintenant qu'on a un peu passé en revue les différents decks, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous présenter 2 jeux budget, on va faire quelques parties avec, on va jouer un peu moins de blabla. C'est un stream très blabla, je vous l'avoue. Hein. Oui. Là on va aller plus vite, on va faire quelques parties quand même. Est-ce que tu peux me filer les liens des 2 decklists que tu as rentrés sur Spellweaver Database? Ah là là. Il n'est pas très autonome. Non, je suis pas très autonome, je compte beaucoup sur toi. Tu es mon Je vois binôme essentiel et indispensable. Oh, mon monstre mignon. J'ai plus de café, je suis un peu en manque là. Commentaire totalement parasite. Alors je les mets directement sur le chat, ça c'est le aggro. On va déjà commencer par lui. Hop là. Donc c'est un deck aggro budget, c'est-à-dire qu'il est basé sur le deck starter avec quelques cartes touquet. Donc Ouais. carte très accessible, on a mis 0 rare en plus. Je vais directement switcher Voilà. sur le jeu, je vais faire les jeux. Vous pouvez voir la Tu me dis ce qu'il y a description. dedans, éventuellement tu commentes le deck et moi je vais le construire au fur et à mesure, d'accord? Vas-y. Alors donc le starter deck de base avec 8 commons en plus et 14 uncommon qui ne sont pas dedans, c'est à dire que c'est très abordable, hein, ça reste un deck budget, aucune rare. On a rajouté un Goblin Warrior vu qu'il y en avait 3 dans le deck de base, on en a 4 là. de base, on est d'accord. On a mis 4 Lizard Barbarian, malheureusement il n'y en a plus dans le deck de base, avant il y en avait 2 vu que c'est un deck plutôt aggro. Carte Mais c'est une carte vraiment indispensable à un deck aggro rage. Largement le meilleur T1 du jeu je pense. On précise peut-être aussi que les 2 jeux budget qu'on va vous présenter sont des decks de farm. Donc les decks de farm ça veut dire des parties plutôt rapides, donc des jeux plutôt aggro et un win rate plutôt intéressant. Et surtout dans ces deux jeux budget on a mis un point d'honneur à mettre 0 rare. Donc il y a 0 rare, il y a 0 épique. C'est ça. Donc je t'écoute, vas-y. Du coup. Alors 4 Goblin Fireworker, hein, c'est à défaut d'avoir un autre T2, à défaut d'avoir des FIA qui sont une carte rare, ça reste un bon T2 hein, qui peut gérer plusieurs situations. On crache pas dessus. Ouais. Ensuite en créature on a Ramka, vu qu'il est offert dans le deck et que c'est pas mal dans l'optique d'aggro, on se permet de monter à 3 de threshold pour cette carte qui est très forte. Carte rare mais elle est offerte, donc vous l'aurez d'office si vous avez le deck de base. Hein. On part du principe que vous avez le deck de base à chaque fois. Ça reste en T4 mais bon on n'a pas vraiment de T3 dans ce jeu. Ah si il y a les Gibbon Runny qui sont placés au fond. Ah, d'accord, vive le classement en fait. Ouais, le classement il va le faire en fait. Je me suis dit c'est bizarre, il me semblait qu'on avait des T3. Donc en T3 on a les Gibbon Runny qui sont pas dans le deck de base, on en a mis 4 parce que c'est vraiment une carte incontournable du deck aggro rage, voire même de la plupart des decks rage, c'est vraiment une carte très forte, elle fait un CA de base hein. Surtout qu'elle a un threshold donc c'est vraiment un T3, un vrai T3. Elle serait un peu équilibrée si elle mettait une 2-1, une 1-1 par exemple, mais là, voilà. mettre 2 créatures, faire du 1 pour 2, et en plus 2 4 qui tapent à 4, c'est surviolent quoi, c'est surviolent. 1-1. Après bah pour rester un peu dans les stacks, on a le Gigantodon. On en a mis 3, les 3 du deck de starter. Alors pourquoi le Gigantodon pour le coup? C'est une carte qu'on voit pas du tout dans les decks aggro actuellement. Dans la méta actuelle, c'est une carte qui est gérée trop facilement, du fait du nombre de potentiels de cartes de gestion. Mais dans une méta où justement tout le monde va recommencer avec des deck starters sans avoir toutes les cartes du jeu, ça peut être une carte qui va faire la game concrètement. Il y a très peu de choses qui peuvent la gérer en low cost. Hein. Donc ça reste une carte qui, si elle passe, elle fait très mal, sachant que vous avez pas mal de sorts de gestion pour la faire passer. Tout à fait. C'est une carte pour agresser, hein, c'est son but, elle a pas été écrite pour autre chose, point barre. Vraiment. Ensuite on passe au sort, on a 4 Boiling Blood, il y en a que 2 dans le deck de starter, on en rajoute 4 parce que c'est vraiment une carte très forte malgré son nerf. Malgré le fait qu'elle est passée de 2 de coups, enfin à 2 de coups, de 1 à 2 de coups.
Faire plus 2 sur une créature, sachant on a quelques créatures Swift, c'est très fort. Ça permet vraiment de finir quelques points de vie et de mettre une pression assez monstrueuse sur le board. Par exemple, un Lizard Barbarian en T1, un Bowling en T2, c'est vraiment très fort. Une 4-2 qui ne peut pas être gérée par un Assassinate et par très peu de créatures, c'est très fort. Ensuite en sort on a 4 Fireball qui sont offerts dans le starter. Fireball incontournable de absolument tous les decks rage, vous ne verrez aucun deck rage sans Fireball, même les splash rage sont Fireball, point barre. C'est juste voilà, 3 dommages pour 2, que ce soit n'importe qui, que ce soit héros, créature ou voilà, ou tutti quanti. C'est très fort, surtout que c'est un instant spell donc je vois pas de défaut à cette carte honnêtement, elle devrait être nerf selon mon avis. Elle est très forte, de là à la nerfer, je sais pas. Moi je trouve que c'est bien qu'il y ait des cartes fortes comme ça pour chaque aspect, pour chaque style de jeu, moi j'aime bien. Moi je lui ferai un nerf minime du style de mettre par exemple à 1 de coup et 2 de threshold ou un truc du genre, histoire de vraiment choisir le jeu quoi, ou à 2 de coup 2 de threshold plutôt. Ouais, oui, ça me choquerait pas, ça me choquerait pas. Mais c'est pas la carte que je modifierais en priorité. Mais effectivement, 2 threshold ça me paraît cohérent aussi quoi, pourquoi pas. Ensuite on sort, on a le Massive Assaut, qui reste dans l'optique d'agresser, donc chaque fois qu'une de vos créatures va attaquer, elle va gagner plus 1 en attaque. Un enchantement qui coûte 2 et 2 de threshold, voilà, c'est cohérent en jeu aggro. On en met 3 parce que 4 ce serait vraiment trop pour un enchantement. Même s'ils se cumulent, donc si vous en avez 3, vos créatures gagnent plus 3 en attaque, c'est assez monstrueux. 3 ça reste bien, on en a quand on a envie, on en a pas quand... Enfin, quand on en a pas besoin, on en a mais pas trop, donc ça va. Mais déjà, tour 3 Gibo Ronnie, tour 4 Massive Assaut... Ouais, vous faites très mal quoi, 2 créatures qui tapent, c'est un peu clairement dégueulasse. très fort. C'est clairement très fort. Ensuite un Fire Blast, comme il y en a un d'offert et que c'est une très bonne carte de gestion, surtout pour un starter deck, on en a mis une dedans. Carte rare, mais elle est offerte. Voilà, exactement, c'est une rare, elle est offerte, autant la mettre concrètement. Ensuite, 3 Dragonfire, tout simplement pour finir au POC. Voilà, c'est aggro POC, tout simplement. Faire 5 points de dommage pour 4, c'est très rentable, on va dire. Sachant que vous pouvez tuer rien qu'avec les 4 Fireball et les 3 Dragons, s'ils ne regagnent pas de vie, donc 21 points de dommage. Trollolol. Et encore, les decks rage qui sont joués actuellement sont encore plus débiles que ça. Dites-vous que ça, c'est la version intelligente du jeu. Après, on vous en dira comment la tweaker quand vous aurez des cartes rares épiques dans un second temps, mais vous allez voir, ça c'est la version intelligente du jeu. Après, ça devient fou. La version low cost surtout. La version low cost, oui. Il manque que 4 cartes du coup, alors. Qu'est-ce qui manque là? Il y a 21 landes. Ah oui, les Firebrand, oui, du coup j'ai sauté une créature, les Firebrand Goblin. Depuis, ils sont beaucoup moins viables, on la met quand même dans ce deck parce que, à défaut, concrètement. Ils sont moins viables parce que toutes vos créatures ont déjà Swift. Les créatures que vous allez jouer dans Rage, maintenant elles ont toutes Swift. Salut Azerty, ça va? Ouais, elle est jouée dans ce deck parce que justement les cartes n'ont pas Swift dans ce deck là, mais dans les autres, oui, effectivement, elle est plus. En plus, ça a été nerfé, elle est passée de Troll Speed à 2. Voilà, le fait qu'elle ait plus 3 de speed mais 2 maintenant, ça la rend beaucoup moins viable. Après elle est toujours jouée dans ce deck parce que bon T6 vous mettez un Firebrand, un Gibo alors que vous avez un Massive Assaut puis vous trouvez le cul de l'adversaire concrètement. Et puis le truc aussi c'est que en fait des cartes avec Swift qui ne sont pas rares, je crois que c'est la seule. Le Goblin Looter il a Swift, il est rare, la Fia a Swift, elle est rare, le Flame Serpent a Swift, il est rare. En fait les cartes Swift sont souvent des cartes rares, pareil pour le Ramgak, Swift est rare. Donc je crois que c'est la seule, oui c'est la seule Swift qui n'est pas rare, donc on la met en x4. Swift c'est important dans le jeu. Exactement. Le Swift est important dans le deck. On parlait tout à l'heure et on rigolait, on disait que dans un deck aggro actuellement c'était un tiers de petits draws, donc T1, voire même T2. Pour agresser en early, un tiers de Swift et un tiers de POC. C'est exactement ça les proportions, c'est comme ça que ça marche. Un très bon deck rage donc... Et donc 21 le rage a vraiment tout, pour les joueurs des DOC vous imaginez Inferno avec un Swift et puis c'est bon. 21 landes ça nous semble un bon chiffre, ça peut jouer en 20 landes. Vous ferez parfois de Divine Offering, vous ferez troller. 21 landes, moi disons que je vois pas de carte essentielle à rajouter dans le jeu là. Donc je préfère mettre en 21, je trouve que c'est bien pour un rage. Comme il est monocolore, vous pouvez descendre à 20, c'est totalement possible. Je dirais 20-21. Oui. Moi j'ai tendance à mettre plutôt plus que plutôt moins en fait. J'aime la stabilité. Sachant qu'il n'y a pas vraiment d'autres cartes à mettre, mais si vous chopez des bonnes cartes, vous pouvez toujours remplacer un land par cette carte. Alors, comment est-ce qu'on pourrait tweaker cette liste maintenant si on avait de l'argent? Donc là, c'est la liste de base qu'on vous conseille, un jeu budget. Maintenant, si vous décidez de vous concentrer, de focus un petit peu sur Rage, et que vous allez vous allez crafter des cartes rares, quelles sont les cartes rares que tu ajouterais dans le jeu pour l'améliorer? Alors, commençons par notre premier tiers, les petits draws agression. Il nous manque la FIA, bien entendu. Il manque la FIA, qu'on jouerait en 3 exemplaires, voire 2 si on est un peu low cost au niveau du budget.
Il me semble que Fia, donc c'est une carte rare, elle doit coûter 50 shrines, hein, si je dis pas de 50 bêtises. shrines, c'est ça. Voilà, donc jouer 2 exemplaires c'est déjà très bien, ça reste un Ouais. draw 2 avec Swift, donc Moi, c'est je un joue petit pas plus draw de et en 3. plus il a Swift. Elle est légendaire, donc C'est une vous carte qui pouvez en met la avoir qu'un pression seul sur le sur le board. board. Ouais. Non, mettez-en pas plus que 3, honnêtement 3 c'est vraiment le plus haut que vous puissiez. Moi j'en jouais 2 à un temps, donc 2-3 c'est bien, suivant votre possibilité en gold tout simplement. On pourrait rajouter des Ramka, ça Oui. dépendrait vraiment du deck. Moi, je joue 3 filles à 3 Ramka. Je joue vraiment que Swift. J'ai fait un deck totalement débile. Tu m'étonnes. Ensuite on aurait les Flammes Serpentes qui sont donc on rentre dans la méta Swift, dans le tier Swift. Flame Serpent, donc 5 points de dommage pour 4, hein, c'est tout ce qu'on demande. Pour moi, ça c'est x4 direct. Hein. C'est la carte de base de l'aggro rage. C'est x4 direct. C'est clairement x4. Qu'est-ce qui nous manque? Shrine, c'est la brillance, tu as raison, Elias, on va dire Shrine. On va bien prononcer. Shrine. Comment est-ce qu'on traduit en français Shrine d'ailleurs? J'étais incapable de dire ce que c'était Shrine. Ouais, ça, c'est vrai ça, qu'on ça renvoie à un territoire, à une localisation, mais c'est quoi exactement Shrine? Quelqu'un peut dire sur le chat ce que veut dire Shrine en français? Est-ce que quelqu'un a la réponse? Je suis... Bien. Non, on va pour le Flame Serpent. Quoi d'autre du coup? On a fait le tour. Il me semble qu'en Swift on a fait un peu le tour. Hein. Ouais. Alors moi il y a une carte que je joue, alors c'est contestable, mais moi je joue vraiment Swift à fond. Donc déjà, moi je joue les World of Fire, je vous conseille x4 direct. Encore une fois, carte rare. Oui. J'en mets x4 dans tous mes jeux monorage. Shrine parle c'est sanctuaire, de d'accord. Swift, Oui, pour sanctuaire, bah oui, ouais, je savais en plus. Tout à fait, Shrine. Il y en a dans DOC des Shrine en plus. Donc World of Fire x4, clairement. Et une carte que je joue, que je trouve très bonne, très intéressante pour le coup, mais c'est plus contestable, c'est le Goblin Looter. Que je jouais pas avant, et que je joue vraiment depuis le patch, depuis la nouvelle méta full control. Parce que ça Swift. Parce que si vous jouez un Goblin Looter, votre adversaire est obligé de jouer un execute ou obligé de la gérer, il est obligé. Et en fait ça vous permet de faire du CA. Et en fait les jeux aggro rage ils sont totalement débiles maintenant parce que ça se résume à faire un maximum de CA, un maximum de cas advantage. Vous faites du cas advantage avec les Goblin Looters qui font piocher quand ils tapent et avec les World of Fire. Donc vous allez piocher comme un dingue et vous allez piocher vos Swift et vos pokes. Donc en fait votre jeu il consiste uniquement à ignorer l'adversaire, à piocher, à mettre des dégâts directs, à piocher, à mettre des dégâts directs. Et le Goblin Looter en fait il oblige l'adversaire à jouer une carte juste pour le Goblin Looter qui a un T2. Enfin qui a un T3 et un drop 2. Donc, et puis en plus comme on est dans une méta contrôle, il y a peu de créatures au début de partie. Donc il sera pas trop bloqué, il sera pas trop embêté. Donc moi je trouve que c'est très bon contre les jeux Dominion Wisdom. Ça marche très bien. Mais bon voilà, c'est une carte contestable pour le coup. C'est une carte contestable, c'est clairement pas une main carte. actuelle où il y a beaucoup de jeux contrôle. Oh, c'est une très bonne carte, moi je suis d'accord avec toi. Tout à fait, comme dit Enip, je burn philosophie du feu, 1 draw, 5 dommages potentiels. Violence. Ça, 5 dommages si vous tombez sur un Dragonfire ou si vous tombez sur un Flame Serpent, ça se prend. Dans cette optique là, Dragonfire c'est contestable, hein. Certains jouent 3, certains jouent 4, ça dépend vraiment le reste du deck. 4 c'est chaud quand même. Je pense que si tu joues 4 Flame Serpent, tu peux te permettre de jouer 3 Dragonfire oui, et inversement. C'est vraiment parce que moi je joue 3 Ramgak à côté. Donc, voilà, en plus il y a 3 Ramgak, donc oui, clairement. J'ai un jeu donc lourd comme en tu fait, disais, hein. J'ai vraiment un jeu lourd. En sort, il manquerait le World of Fire qui est une très bonne carte. Ah oui, excellent. Bah tu gères une carte, tu me pioches une carte derrière, c'est tout ce que veut Rage quoi. Ça te permet de mettre des dégâts en tuant un défenseur et de piocher une carte qui va potentiellement mettre 5 comme dit Enip. Ok, bon on a fait plus ou moins le tour, on va faire 2-3 parties avec ce jeu et puis on va passer à l'autre. Donc là on va jouer la version budget. Hein. Allez c'est parti. J'ai décoché des IA. Donc concrètement vous jouez contre les IA quand vous ferez vos parties. Hein. Je vous conseille vraiment de farmer avec l'IA, ça vous permet de proc plus vite et d'avoir des parties plus faciles. Mais là comme on est en stream, on va quand même décocher l'IA pour qu'il y ait un minimum de spectacle. Même si avec aggro, bon c'est pas non plus follement profond comme gameplay. Hein. On est d'accord? Carrément pas, non. Bon, on l'a pas précisé, mais bon, héros de base rage, hein. De toute façon, il n'y a pas mieux. Hein. Le héros avancé de base rage est absolument pas. Le héros avancé va vous coûter 150 shrines. Donc voilà, déjà quelque chose ne se pose pas vraiment. Et ensuite, lequel est le meilleur entre le héros avancé ou le héros de base? Il y a les deux écoles. Honnêtement, il y a les deux écoles. Je sais que Riverside joue l'héros avancé.
Moi en fait la question se pose pas parce que je joue en fait un splash vert pour jouer une Eva de base qui est bien meilleur je trouve. Enfin Neva de base est bien meilleur, après est-ce que mon deck est bien meilleur ça c'est contestable, ça j'en sais rien. En mono j'aurais tendance à jouer Zage de base mais sans grande conviction quoi. Plutôt oui. Après le seul intérêt de jouer le Zac avancé ce serait d'avoir 3 points de dommage pour finir l'adversaire, quoi, c'est tout. Le farm comme vous avez fait sera fixé et c'est le deck simultanément prochaine, je crois pas hein, si j'ai pas de bêtises Sienne, ça tu sais plus que moi. Le mode de farm qu'on a fait où on essaie de se choper et on s'enchaîne. J'ai pas vu de nouvelles comme quoi il avait été fixé, il a même été augmenté vu qu'on peut win avant le tour 4 il me semble maintenant. Oui, effectivement oui. Et il y aura plus de bêta pack effectivement, les bêta packs disparaîtront lors de l'open bêta. Clairement voilà. Il n'y aura plus de bêta pack, ça serait trop facile sinon. Les héros avancés vont être assez compliqués à choper si vous avez pas de chance. Bah oui, ils seront vraiment avancés pour le coup. Parce qu'en fait, la situation était un peu débile parce qu'on se rendait compte que souvent on avait plus de héros avancés que le héros de base. Parce que le héros de base demande le starter qui coûte 5800, alors que le héros avancé vous l'avez pour 3000. Donc voilà, enfin 5400 je crois d'ailleurs le starter deck. Bon bah. À la fin de vos 500 games, vous êtes censé avoir 10 héros avancés, donc si vous en les packs. Je vais faire un truc con, mais en fait ma main j'ai envie de la garder là. J'ai envie de me dire j'ai 21 landes, j'ai de bonnes chances de faire un bon Divine Offering. Donc je fais une mana death, hein, j'ai 0 mana mais je vais quand même la garder. Parce que c'est Spellweaver. Et parce que cette main elle est vraiment trop bonne quoi, double T1, double Bonnie. Ne gardez pas de mana death sur tous les autres jeux, hein, c'est... On va reroll le Dragonfire, voilà c'est bon, j'ai mon terrain rage. Je joue premier. Alors, la vidéo, le jeu rage, il y a deux choses qu'il n'aime pas. Il y a deux choses que n'aime pas le jeu rage. C'est le mono order qui va gagner des points de vie et qui aura des créatures à 3 HP en moyenne. Donc là c'est un mono order. Et c'est le jeu corruption. Ce sont les deux adversaires de rage. Donc là je tombe contre un match-up qui m'embête un peu. Mais je joue premier donc j'ai mes chances. L'order c'est vraiment ce qui contre rage aggro. Hein, donc, Bon là j'ai le choix de curver en mettant un Burning Blood ou alors de mettre une créature. Je mets plutôt une créature en T2, on est d'accord? Bien entendu, Camareno ça reset tout, hein, même les tickets. Allez, on met plutôt une créature. Là c'est une question que je me pose vraiment. Disons que tour prochain il peut avoir Pacify, donc il peut gérer mon ton, alors que là il aurait pas pu gérer mon Burning Blood. Donc je sais pas ce qui était le plus intéressant entre mettre un second T1 ou alors mettre un Burning Blood. Je sais pas trop. Contre un order je mettrais un second Lizard parce que bon bah il a un Pacify donc... Là je peux pas poser mon Burning Blood par exemple. Bah limite est-ce que je mettrais peut-être mon Massive Assaut du coup. Prochain tour Massive Assaut est plus rentable que Boiling je pense, oui effectivement. Ouais. Bah le bowling va le bloquer de toute façon, ça n'a pas d'intérêt. Après tu peux Boiling plus T1, ça peut être intéressant. Ouais après c'est sûr qu'il va le bloquer. Le bowling il le bloque donc c'est pas intéressant. Ou alors je mets le bowling sur le T1 mais enfin voilà il a le temps d'anticiper quoi. Enfin tu me diras, il le verra mais il peut rien, il peut pas réagir en fait. Il peut pas réagir, il a que Pacify, donc il peut pas réagir. Il peut juste garder son Pacify de côté et rien poser. Donc oui, bowling T1 ou Massive Assaut du coup. Genre il y a des choix à faire sur Rage, hallucinant. J'avoue. Moi je ferais plutôt, je pense que j'attaquerais. Je poserais mon T1 et mon Bolly dans Lizard en fait. D'accord, donc tu poserais pas le Massive Assaut. Non bah écoute, le choix tu gagnes un point de dommage si tu fais le choix de Massive Assaut, mais si tu fais pas le choix de Massive Assaut tu peux peut-être gagner plus quoi. Jouons un peu brain hein, écoute. Mais j'ai pas Gibbon Run malheureusement. Alors, à noter que c'est le meilleur T2 qu'il pouvait poser, hein, la prêtresse, elle va bloquer une bête. Elle va lui épargner 2 points de vie et elle va regagner 2 points de vie derrière grâce au Life Boon, c'est très bon. C'est vraiment très très bon. Là concrètement il va nullifier ton attaque totalement en tuant une bête quoi. Je me demande s'il va te bloquer. S'il bloque pas ça veut dire qu'il a, un enchantement et qu'il était vraiment mal. Mon Boiling Blue je vais mettre sur la 2-1 plutôt. Il a rien pour mettre 1 point de dégâts. C'est pas faux. Oui c'est carrément oui. Toujours enchanté, la créature la moins intéressante pour vous. Hein. Tu sais pas si je joue pas bicolore mais oui. Non je pense pas. Bah avec ce héros tu joues pas bicolore en général. Hein. Alexa Advance c'est du monocolore. Mais sur le 2-1 concrètement. Ça devient un peu un kamikaze du coup. Donc là je pense que je vais kappa. Hein. Oui là s'il pose une créature tu kappa hein, c'est sûr. Goblin ou... J'ai envie de mettre mon Burning Blood là. J'ai envie de kappa Burning Blood. Oula. Sinon je mets un Goblin Fireworker, une autre créature.
Kappa plus Boiling, c'est pas deg. Ouais. Allez, on va lui mettre 8. Ça va lui faire les pieds. Bon, là il a 10, il a apporté Dragonfire, apporté de toutes les saloperies que Après, il a sûrement Pacify, donc. Ouais, mais là il va reprendre le board. Là. À partir du tour 4, en principe, il va reprendre le board. Là. Il a pas de Pacify, d'accord. Ouais. Et là il me prend le board. Enfin, il me prend le board. Ben, je vais jouer mon Fireworker, mon Goblin Firebrand là, hein. Ça me paraît pas mal. J'ai pas non plus des masses de choix. Je pourrais curver en jouant un Goblin plus un Massive Assaut sinon. Après, est-ce qu'il te servirait vraiment ton Firebrand là concrètement vu qu'il a un Vanguard? Mais, ah oui mais c'est vrai, j'ai oublié que. Il a plus trop de speed maintenant. Plutôt. Il a plus trop de speed. Tu dois plutôt curver, il va sûrement sacrifier son Vanguard. En même temps, je l'oblige à choisir. Soit il bloque mon Firebrand et il laisse passer 4. Enfin, c'est un choix difficile pour lui. Moi je bloquerai le Firebrand sans hésitation. Ouais, allez, Goblin Fireworker plus Massive Assaut. Un choix difficile oui et non, parce que si je gère pas le Firebrand, plus tard, prochain tour il va prendre vraiment cher. Il sait pas ce que t'as dans ta main. Si t'as des gobelins en plus, les 4 ils s'en bat les couilles, il va prendre tellement plus cher. Moi j'aime bien piocher un peu de dégâts directs. Normalement les jeux aggro ils ont toujours une ou deux fireballs à main de départ quand vous jouez contre. Mais quand vous les jouez c'est pas pareil. Fireball t'aurait vraiment aidé hein, concrètement. Ah bah. Là Firebrand sur Gibo and Ronnie ça peut être tellement cool. Mais là si je peux en Firebrand il me le tue direct. Ah bah non. Ah bah non. Je peux l'empêcher de bloquer, c'est cool ça. Oui là tu peux l'empêcher de bloquer du coup. Et tu lui mets 6. À part s'il met un faceful bien sûr, là t'es mal. Est-ce que j'attaque avec mon Goblin Fireworker ou est-ce que je le garde en défense? Parce qu'en fait il va m'attaquer ensuite avec son innocent, il va me tuer mon Firebrand. Bah pioche déjà, écoute concrètement. Ouais déjà je pioche. J'ai mon finish. Bon on va lui mettre des dégâts hein. J'ai pas vu ce que t'as pioché. Un Dragonfire. Écoute bah Firebrand plus là je suis létal donc je vais pas réfléchir sur 7 ans hein. Non tu réfléchis pas, je t'empêche de bloquer. Tu bourrines la gueule avec Kappa plus Firebrand. Je te mets 6. Je Divine Offering pour stabiliser le Dragonfire. Et puis à moins qu'il ait un Word of Grace, c'est fini là. Ça fait chier de reroll un Gibo and Ronnie, mais bon, hein, for the win. Clairement. Alors là, j'ai dû faire des choix. Normalement, vous réfléchissez pas autant quand vous jouez aggro. Hein. Là, c'est vraiment. Bah, t'avais pas tes fireballs. J'avais pas ma fireball main de départ, c'est pour ça. Normalement, vous réfléchissez. Bah, je vous jure, hein. Je vous jure, normalement, vous réfléchissez pas autant quand vous jouez rage. Enfin, autant. C'est un grand mot, hein, mais. Voilà, s'il a pas un Word of Grace, il a perdu. Condamner, il a un Word of Grace, c'était pas bien. Il a pas de Word of Grace. De toute façon, il pouvait pas faire Word of Grace plus Faceful. Ouais, moi je suis en retard sur le stream donc je vois pas ce qu'il joue là, il a encore rien joué. Bon bah GG. On voit qu'un deck budget a su gérer une des plus grosses paires de rage. Hein. Voilà, alors non seulement un deck budget a détruit un deck construit standard, hein, il joue un order classique. J'étais T1, ça m'a avantagé, je jouais premier et il a pas eu de relegard, mais enfin ça arrive souvent de pas avoir de relegard, hein, il y en a 4 dans le jeu. D'autant que mono order c'est le gros contre, hein, avec corruption c'est le gros contre de rage. Donc vous voyez qu'un deck budget peut battre son contre si joue premier. Fireball donc. J'ai pas une main folle. En termes de sortie on était un peu équivalent je dirais. Pas mauvais mais pas excellent non plus. En termes de sortie on est équivalent. Mon avantage c'est que je jouais premier. Et par contre voilà un deck budget a battu un deck construit standard et un deck construit qui en plus c'est son contre. Donc vous voyez que c'est pour répondre un petit peu à ce que disait Lyris. Lyris qui disait que l'Espina Splash Order c'est très fort contre rage. Oui c'est meilleur, ça fait partie des meilleurs decks contre rage. Mais un rage qui joue premier il va quand même rouler dessus concrètement. Enfin voilà c'est... à tirage équivalent il aura tendance à gagner un rage qui joue premier. Donc ça c'est pas un contre. C'est bon mais c'est pas non plus un contre. Il a pas un win rate très très mauvais le rage contre order. Allez on retag. Je vais me chercher un verre d'eau, je reviens pendant que ça cherche. Je reviens dans une seconde. Yep.
voyez quand même que malgré le fait que ce soit un deck budget, on arrive à battre des decks préconstruits, donc ça reste rage, d'accord. Mais c'est quand même fort sans avoir forcément de rares dedans, de cartes rares dedans. C'est un deck qui est accessible à la sortie de la bêta si vous avez quelques packs, si vous avez fermé quelques packs durant la bêta fermée. Et me revoici. Et revoilà. On va faire une dernière partie avec ce jeu et puis on va enchaîner sur l'autre, sur le second. Je vois qu'il est déjà 21h passé. On a beaucoup blablaté. C'était un stream blabla, je vous rassure. Les prochains numéros de Aversa Carta seront plus focalisés sur le jeu. Et là, c'est un moment spécial parce qu'on devait vous présenter donc, le changement de maquette de l'émission. On devait vous parler du patch, on devait vous parler de l'open beta. Présenter un petit peu l'article que je viens de rédiger. Je vais vous remettre le lien d'ailleurs. Donc c'est particulier, il y aura moins de blabla sur les prochaines émissions. Là, c'était vraiment un stream d'introduction, on va dire, hein, à une nouvelle formule. Alors, je vous remets le lien de l'article hein, qui fait vraiment pendant aux deux prochains numéros. Hein. Un article qui présente un petit peu quels sont les decks de base, les decks de départ à prendre si vous débutez dans le jeu ou alors si vous redébutez dans le jeu, c'est le titre de l'article. Après les resets de l'open beta, qu'est-ce que vous allez jouer pour farmer? Voilà, je vous ai mis le lien sur le chat. Un petit résumé de ce qu'on vous a dit ce soir du coup. Ça met du temps à proc ce soir. Hein. Ouais, je vois ça met vraiment beaucoup de temps. Ouais, après, il y a combien de joueurs? Ah, il y a quand même 80 joueurs. Ouais, il y a 80 joueurs à peu près, ouais. 30 joueurs qui cherchent une partie. Il y en avait 111 il y a une heure. Quand on a commencé le stream, il y avait 111 joueurs connectés. Il y a un peu plus d'une heure en fait. Le temps passe vite quand on s'écoute parler. Clairement. Et bah voilà, je vous ai dit les deux choses qui embêtent vraiment Rage, hein, c'est le mono order et le jeu corruption. Moi je me tape un mono order puis un jeu corruption. Bon, moi j'ai une bonne main, on va la garder. Et puis en plus il commence direct par le plaque vermine, hein, le plaque vermine qui emmerde. Et en plus il joue premier. Enfin, je joue un deck budget contre un deck construit, il joue corruption qui est mon contre, et il joue premier. Donc là, il y a tout qui est en sa faveur. Ah, mais c'est toi! Coucou. Ah, espèce de salaud, quoi! C'est normal si je lui roule dessus, hein, je vous préviens. Ah, et en plus, il me streamac, quoi! J'ai bien aimé comme t'as pas... J'ai bien aimé comme t'as pas vu, j'étais mort de rire. Oui, Warilla, c'est le deck d'une copine que si elle monte... si elle a fini de monter, il a fait ses 500 games. Donc il monte le deck d'une copine. Bon, là j'ai aucune chance, pas le deck. J'ai ça à voir. Hein. Bon, là j'ai aucune chance quoi. Un corruption qui joue T1 qui a la sortie Noxus Fume plus double plaque vermine, c'est ingérable. C'est absolument gérable. J'ai vraiment zéro chance de gagner là. Enfin disons qu'il faudrait que je pioche que du Swift et que du Poke quoi pour avoir une chance. Et encore, faudrait pas qu'il ait des succubes. Alors double Noxus Fume, bon ouais c'est fini. C'est fini. Là, limite, j'ai envie de jouer défensif. Là, en fait, j'aurais dû bloquer sa plaque vermine vu que mon truc est condamné. Hein. Oui, de toute façon, je te fais un dommage en plus, concrètement, mais... Ouais. Voilà, c'est mort de jeu mort. Ah, d'où est pas bien, mon ami. Donc là, c'est vraiment la pire situation possible du monde. Sachant que des jeux corruption, des jeux mono-corruption, vous en rencontrerez pas vraiment. C'est assez rare. Enfin si, au début vous en rencontrerez les decks de départ. Mais on va dire qu'une fois que la méta se fixe, des jeux corruption on n'en voit pas beaucoup. Hein. On va dire à top niveau on n'en voit pas beaucoup des jeux corruption actuellement. Non, effectivement, surtout des monocolores. Des monocolores. Ah, je t'attaque, qu'est-ce que tu fais si je t'attaque? Tu vas perdre une créature. Tu vas perdre une créature. Mais tu peux choisir laquelle tu perds. C'est quand même un sacré choix. Hein. Je dirais l'attaquant. D'accord. Et là je te brain. J'ai choisi donc je suis. Et là t'es pas bien. Là il est pas bien. Mon adversaire n'est pas bien. Ouais. Mon adversaire n'est pas bien parce qu'il a déjà joué 2 Noxus, 2 plagues. Là il sait plus quoi faire. Hein. Il est vraiment dans l'hésitation. Alors, tu vas pas booster ton Vulture quand même. En mode c'est moi qui te rush et je te manque totalement de respect. Tu n'oserais pas faire ça quand même.
Si, ça peut être drôle. Allez, Manque de pour le respect. plaisir. Parce que j'ai aucun respect pour toi. Manque de respect total quoi, il est en train de m'aggro. C'est le seul deck du monde qui est capable de me manquer de respect à ce point en fait. Est-ce que tu vas mettre un Dragonfire dessus? Mais c'est la seule manière que j'ai pour le gérer maintenant hein. Même moi en plus, j'ai même pas vu. Ah le Vulture est une horreur. Ouais il joue comme un pied mais il va quand même me trouver. Clairement, je vais te violer. Ce n'est pas pour me déplaire. Et je te mets 4 points de dégâts. Oh mon dieu. Avec beaucoup de conviction. Là je sens le smell of victory hein, qui envahit mes petites narines délicates. Et en plus je me fais troller sur la Divine Offering. Je vais me pendre. En plus je me fais troller sur la Divine Offering quoi. C'est triste la vie. Ouais franchement c'est triste. Première Divine finie. Oh là là. Vous voyez, même Spellweaver est pas assez stable pour moi. Je rageais sur X et je continue à rager sur Spellweaver. Manque de stabilité. Wow. Pourquoi jouer à autre chose? Bah écoute, ne joue rien, c'est plus prudent. Bon, tu me finis au prochain tour? C'est le but. Carfelun sun sarazin. Il y a plus de créatures à sacrifier. Il me manque juste un dommage, c'est nul. Tu veux pas tuer une créature? Ah, au moins t'aurais été vaillant. J'aurais été vaillant. Et le plus drôle, c'est que je peux te tuer au prochain tour, quoi. Pour te tuer. Ouais. Ça, ouais, un gros tour de pot quand même. Hein. Allez, mets une succube. Oh, le mec, quoi, il va me finir à la succube. Oh T'avais forcément un anti-bête pour tuer une bête, gagner plus ça et me tuer, quoi. Forcément, mais t'es un gros sale, en fait. T'es vraiment un gros sale. J'aurais pu Noctus, hein, j'avais mon troisième en main. Bon, après, j'aurais pu jouer un peu tactique en posant garder une créature en défense pour essayer de bloquer ton truc, mais... Enfin, j'étais mort, quoi, j'étais mort. J'avais Noxus, hein, tu laissais une créature en défense, t'étais mort. T'avais trop Noxus, quand même. Bon. Oui, 3 Noxus et 2 plagues. Warilla joue super bien. Voilà. Bon bah c'est la pire situation possible. J'ai pas voulu la jouer parce que j'avais mon vautour. J'aurais pu si j'avais joué. Vous jouez d'abord contre un mono corruption qui en plus joue premier, qui en plus joue un deck construit, voit un deck budget, il a un deck fini, et qui en plus a 3 Noxus Fume et 2 plaques vermines main de départ. Voilà, ça fait un peu beaucoup quand même. Mais je t'ai mis à 7, je suis content. Bon, on présente le second jeu. Non, à 7, à 7. À 7. 10. Non, le dernier tour ne compte pas. Le dernier tour, j'avais déjà Suren en fait, mentalement. J'avais Suren psychologiquement. Non, on voit que j'ai quand même eu chaud malgré le fait que ce soit un deck budget. Hein. Oui, enfin vite fait. Bah disons que t'aurais fait une sortie moitié moins champagne, oui, t'aurais pu être dans le danger. Bon, mais bon, ton deck me bat, ton deck me bat de toute façon. J'ai joué très agressif quand même, hein. J'ai accepté de me prendre cher. En plus j'avais une bonne main là, j'avais une bonne main. Point de dommage en un tour avec le massif assaut et le, ouais, il a fait mal, et le Swift, c'est très fort. Il a fait mal. C'est le potentiel de poke dégueulasse. C'est pourquoi, en fait, pourquoi est-ce qu'on joue des agro-rages plutôt que des agro-elfes? Parce que agro-elfes fait des sorties un poil plus violentes. Si vous avez la sortie champagne Summoner Druid plus X, bon ça fait mal. Un poil plus violente peut-être. Mais une fois que Nature a perdu le board, c'est fini, il ne reviendra plus. Alors qu'une fois que Rage a perdu le board, c'est là que la partie commence. C'est là qu'il va commencer à vous mettre 10 partout alors qu'il a 0 carte sur le jeu. Voilà, c'est Rage. Ouais, c'est ça. On présente le second jeu. Bah pareil, je te laisse présenter chaque carte et moi au fur et à mesure je vais construire le jeu. Yep, je vais envoyer le lien sur le chat. Alors c'est également un jeu qui est du deck Rage de base, mais j'arrive plus à parler. C'est une modification du starter deck Rage, mais aussi une modification du starter deck Wisdom. C'est un bicolore Wisdom Rage. Après il vaut mieux partir du deck bicolore Rage parce qu'il y a beaucoup plus de cartes en commun. Voilà, ça vous demande soit d'avoir les deux starters, Rage et Wisdom, ou alors d'avoir le héros d'Aris. C'est la seule carte rare la seule carte de chair, 150 shrine du jeu. Alors je vais vite le reprendre. Hop. Alors bon bah Darius en héros bien entendu. Ouais.
de Shrine de Rage, donc 12 Shrine rouges. Shrine, pardon. Dice, vous le connaissez, hein, pour 3, avec un cooldown de 1, c'est à chaque tour, pour 3 vous pichez une carte, c'est vraiment très très fort. C'est mon héros de tryhard actuellement, hein. Je joue Dari, c'est pas des Spina. C'est un très bon héros, ouais, clairement. Alors, 4 Disciples of Zash. Alors, on passe directement dans le rouge. Dans le rouge. Disciple of Zash. Hop là, c'est 4 bon. Flambringer. Disciple of Zash, hein, pour 1, vous mettez un point de dégâts. C'est rigolo. Et puis surtout, c'est un chaman. Ouais, j'ai oublié de le commander du coup, mais oui, effectivement, Zash c'est un très bon potentiel de POC, ça peut gérer pas mal de créatures et c'est un chaman, donc c'est tout ce qu'on lui demande. Hein. Flamebringer qui est un peu le POC chaman concrètement. Pour chaque chaman que vous avez dans vos cimetières, lorsque le Flamebringer arrive en jeu, vous allez faire un point de dommage pour chaque chaman que vous avez dans le cimetière, voilà. Après, c'est une créature assez pitoyable hein, sans sa capacité, c'est vraiment du POC, le Flamebringer. 1 de speed, 3 de vitalité, c'est bien, mais en fait, il y a contradiction dans la carte. Il y a contradiction entre le fait d'avoir 3 de points de vie, donc être une carte plutôt défensive, et le fait d'avoir 1 de speed et avoir une carte qui peut attaquer, mais qui sera pas bonne en défense. C'est ça. Donc voilà, elle est vraiment utilisée pour sa capacité, quoi. Hein. Clairement, et sans sa capacité, ça ne sera jamais utilisé. 4 Spirit Walker. A noter aussi que le Flamebringer n'est pas présent dans le deck de base rage. C'est un peu un problème, il y en a 0. Oui, voilà, effectivement, c'est très bizarre. Ils ont pas mis de Flamebringer, c'est assez surprenant. Bah, disons que jouer 21 shrines dans un jeu. Flamebringer plutôt que 4. Ouais. Pour répondre à l'Iris sur le chat, jouer 21 shrines dans un jeu monocolore ou alors dans un jeu monocolore splashé avec une autre couleur plutôt agro midrange, donc plutôt rapide. En gros, pour simplifier, jouer 21 shrines dans un jeu qui ne va pas monter très haut dans ses niveaux de prérequis et qui va pas avoir beaucoup de niveaux de prérequis différents, ça se fait, Honnêtement, ça se fait. Oui, surtout que ce deck pioche beaucoup. Donc le deck pioche vraiment beaucoup, hein, donc c'est pas gênant. S'il piochait pas autant, on aurait mis 22 landes, voire 23. Et encore, je pense que je serais resté à 21. Moi je serais resté à 21, je pense. Moi je serais monté quand même à 22, j'aurais mis 13 rouges quand même. Mais disons que c'est juste un splash Wisdom qu'il a. Les cartes essentielles, elles sont toutes en rage. C'est sûr qu'il se joue avec 2 thresholds, un rouge, un bleu. Donc ça c'est clair. Hein. Moi je serais resté à 21, mais bon. C'est pas gênant, les deux sont viables je pense, mais bon j'en ai marre de me faire troller donc j'aurais joué à 22. Oui, ouais, il y a Ensuite, ça aussi, donc, il y a 4 le Spirit Walker. Le Spirit Walker qui est une très bonne carte d'agression, hein, ça peut vraiment faire la gamme. Si vous commencez à poker derrière, le Spirit Walker est en jeu, c'est très bien. En plus c'est un chaman qui coûte 2 avec 3 de SP, donc voilà, concrètement il a sa place là-dedans, c'est une common, elle vaut pas très cher. Très bonne carte d'agression, très mauvaise carte de défense, c'est un peu le problème. Alors pour préciser, donc dans le deck de base il n'y a que 2 Disciples of Zash, donc il faudra en trouver 2 autres. Il y a 0 Flamebringer, il faudra en trouver 4. Il y a 0 Spirit Walker, non attends, il y a 2 Spirit Walker, pardon, il faudra en trouver 2. Ensuite 4 Aki, il n'y en a que 3, il faudra en trouver un dernier. 4 Aki qui est juste incontournable du deck Shaman, hein. Une 2-3 en jeu, vous faites plus d'énergie à tous les totems présents sur le jeu. C'est très fort. En fait vous pouvez caster les capacités de vos totems gratuitement ce tour-ci quoi. Je précise aussi, Sienne a bien fait son boulot quand même, hein, pour une fois. C'est-à-dire que on vous donnera à la fin de la présentation de cette liste, je pense, les liens vers les listes de Spellweaver Database. Et je crois savoir que dans les commentaires, tu as mis les cartes en plus parmi les decks de base, c'est ça? Ce que tu calculais, non? Oui, j'ai pas mis précisément le nom des cartes, mais j'ai mis combien il y avait de common et pour savoir un peu si c'est bon pour vous ou pas, en fait, au final. Donc référez-vous aux listes correspondantes sur Spellweaver Database et vous trouverez à chaque fois voilà, le nombre de cartes common et uncommon qui manquent pour avoir les decks qu'on vous présente là. Exactement. Alors ensuite on passe au... non, il reste encore en bleu le Gnome Power Engineer. Alors, cette carte est très forte dans la méta actuelle, puisqu'il y a beaucoup de sorts avec des artefacts et des spells, beaucoup de jeux avec des artefacts et des spells. Il est même absolument dans une obligatoire nouvelle méta en un peu dans neuve. Voilà, exactement. Dans une nouvelle méta un peu neuve où il y aura beaucoup moins de spells et d'artefacts, malgré le fait que le gnome est très cohérent avec le fait de redonner de l'énergie à vos chamans ou aux Spirit Walker. Je sais pas si on en jouerait 4 dans la nouvelle méta, mais ça reste une créature très forte. Mais disons qu'elle donne de l'énergie à vos totems, donc il y a cet effet supplémentaire qui est sympa. Après, on en joue 4, on prend en jouer 3, c'est contestable, ça peut se tweaker, ça peut s'entendre. On peut même la supprimer pour des T1, voire des Gibo Enroni si jamais vous en avez vraiment pas l'utilité. C'est pas impossible, oui. C'est vraiment une carte qui... La liste qu'on vous présente en fait, c'est une adaptation très proche de ma propre version du jeu Shaman, un Shaman splashé Wisdom. La seule différence c'est que je joue 4 cartes rares qu'on a remplacées ici, je joue 4 Instable Reactor qu'on a remplacées ici par des cartes non rares dans une optique budget.
Mais en fait, c'est une liste très proche de ce que je joue moi personnellement, et donc c'est une liste qui est tweakée pour jouer dans la méta actuelle. Donc peut-être un peu. Les gnomes sont discutables, à voir. Ils sont discutables, effectivement. Oui, dans la méta actuelle ils ne sont pas discutables, dans la nouvelle méta ils seront probablement discutables. Mais donc on voulait vous montrer un bicolore quand même, pas faire que du monocolore. Et quitte à remettre du rage dedans, autant faire la transition avec le deck mono rage qu'on vous a présenté, en vous présentant un deck rage wisdom dans une autre optique. Qui en plus correspond à la mécanique de base du jeu rage de base, du deck de départ rage, c'est un jeu chaman. Donc je trouve que c'était intéressant de faire un peu le tour du deck de base rage en vous montrant la variante mid-range shaman control et la variante aggro rage. Voilà, c'était plus cohérent pour cette émission en fait. Mais la place du gnome dans une méta, on va dire qui débute, hein, avec peu de spells, c'est contestable. On peut en mettre 3, on peut le remplacer, ça se discute. On aurait pu vous présenter un mono red shaman. Je pense qu'il aurait été un peu plus viable en termes de farm et de rapidité, mais ça aurait été. On voulait vraiment vous présenter un bicolore.